Bonsoir, chère Bettina Laville, chère Sadi Lalou, chers intervenants, chère Mazarine Pinjot, cher Patrick Viveret. Je ne sais pas où il est, c'est vous? Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas encore rencontré. Chère Claudia Sénic et cher Olivier Boin, chers toutes et tous qui êtes là présents ce soir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. C'est mon bonheur, minuscule, mais très important, parce qu'au départ, je ne pouvais pas venir. Mais depuis le début, j'ai suivi votre cycle de conférences, mesurer la valeur de notre monde. Et tout au long de ce cycle, vous êtes interrogé sur la question de la mesure, ce besoin que l'être humain éprouve à prendre le pouls de ce qui l'entoure pour mieux comprendre son environnement, pour le jauger, savoir comment s'y adapter, comment le transformer éventuellement. Et vous avez évoqué la mesure de la nature, des inégalités, des villes, la question même des données pour mesurer, avec bien sûr la notion sous-jacente qu'à force de tout mesurer, on s'éloigne peut-être de la vraie valeur des choses. Je crois pouvoir dire que les échanges ont été passionnants, chère Bettina Laville, et je tiens par ailleurs à te remercier d'avoir conçu cette série de conférences. Merci également aux intervenantes et aux intervenants pour leur temps précieux. Lors de l'une de ces conférences, vous êtes intéressé à la mesure de la ville, sujet qui m'intéresse particulièrement en tant qu'adjointe d'Anne Hidalgo pour l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, car appréhender la densité d'un quartier, connaître les flux de population, la trajectoire des eaux usées, le prix du mètre carré, le salaire moyen d'un arrondissement à un autre, les inégalités au sein d'un quartier, de multiples données qui sont cruciales dans la gestion d'une ville et notamment d'une ville telle que Paris. Au sein de nos directions administratives, nous avons des observatoires, des cellules qui contrôlent, relèvent, comptent, mesurent tous les paramètres inhérents à Paris pour affiner notre vision et ainsi élaborer la politique publique la plus efficace face à la réalité du terrain. Un besoin qui rejoint le travail que j'effectue depuis plusieurs années déjà, en soutenant activement les chercheuses et les chercheurs dans la réalisation de leurs travaux et en renforçant surtout le lien entre ville, sciences et société. Au sein de la démarche Paris Recherche, nous avons d'ailleurs lancé un nouvel appel à projet qui vise en partie à faire remonter les besoins de la ville en matière de recherche, dont les premiers retours montrent cette volonté de mesurer précisément. Nous avons des projets d'enquête qualitative sur une population et ses comportements, des outils d'évaluation des politiques publiques, des études d'impact de dispositifs mis en place. Cet appel à projet va donc pouvoir faire le lien entre les besoins des directions de la ville, c'est-à-dire l'administration, ceux qui mettent en œuvre la politique, nos choix politiques, et les laboratoires de recherche les plus à même de réaliser ces travaux. De manière plus générale, ce label Paris Recherche, que j'ai voulu créer l'année dernière, réunit de nombreux dispositifs que vous connaissez sans doute déjà et dont l'Institut d'études avancées de Paris, où nous sommes aujourd'hui, fait partie d'une manière très active. Nous avons des doctorants CIFRE qui ont la chance d'être au plus près de leur terrain d'études pendant 3 ans, c'est-à-dire embedded, hein, comme on dit les journalistes pendant une guerre, ils sont embedded. C'est ça, exactement. Au plus près de leur terrain d'études et inversement, l'équipe administrative bénéficie de leurs travaux de pointe et de l'indépendance de leurs découvertes, de leurs conclusions, de leurs hypothèses. Les terrains de recherche aussi qui permettent à des étudiants de master d'accéder à des données de la ville pour alimenter leurs projets de recherche. Et ensuite, nous appuyons dessus. On ne fait pas ça juste pour faire joli ou pour faire gentil, mais on se sert vraiment des travaux des chercheurs. Des bourses de recherche sur les études de genre, l'antisémitisme et la xénophobie. Et enfin, l'appel à projet Partage de la culture scientifique, qui finance des projets de laboratoires, universités, associations, qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, le lien science, ville, société, en faisant connaître la recherche, la science, les métiers scientifiques, le travail de laboratoire. Et bien sûr, l'IEA, que vous connaissez toutes et tous. Les objectifs de cette démarche Paris Recherche sont simples. Valoriser la recherche parisienne, qui est exceptionnelle, abreuver la ville de Paris et ses politiques publiques d'une recherche de pointe, et faire le lien entre la science, la ville et la société. Face à l'urgence climatique, nous devons adapter nos villes, trouver de nouveaux moyens de vivre et de consommer pour ralentir et arrêter le dérèglement, et surtout, renforcer la confiance des citoyens envers la science. Confiance qui s'est érodée au fil des années, particulièrement pendant le Covid, alors que nous avons cruellement besoin des scientifiques, et quand je dis scientifique, moi-même qui suis littéraire, c'est dans un sens très large, c'est-à-dire incluant les sciences humaines et sociales. Nous avons besoin des scientifiques pour changer drastiquement nos habitudes,
sensibiliser les enfants, les habitants, l'administration, le politique à la recherche, au savoir qui en découle. C'est une manière d'accélérer les transformations dont nos sociétés et nos villes doivent bénéficier. Ce soir, nous évoquerons la mesure du bonheur de l'être humain. J'ai trouvé dans un livre de Sélénos qui s'appelle, j'ai oublié le titre évidemment, Nature et quelque chose, Nature et préjugés, une très jolie citation de Buffon qu'on peut voir. Je ne suis pas encore allée la voir, j'ai d'abord vu le livre et ensuite j'irai sur le terrain. Une très jolie citation de Buffon en latin qui dit Horas non numero nisi serenas. Je ne note pas, je ne tiens pas compte des heures, sauf si elles sont sereines. Je ne tiens compte que des heures sereines, donc des heures de bonheur. Ce soir, donc, nous évoquons la mesure du bonheur de l'être humain. Un récent classement place Paris à la 2e place des villes de plus de 500 000 habitants les plus agréables à vivre en Europe. Ça, c'est une mesure que nous avons envie d'entendre. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir l'exposition Paris, point d'exclamation, qui s'est ouverte samedi dernier, que j'ai eu le plaisir d'inaugurer avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le commissaire de l'exposition, qui n'est autre que le directeur du théâtre de la ville, Emmanuel de Marcy-Motta. Et cette exposition, justement, se réfère ou prend appui sur des études de l'APUR, l'Agence parisienne d'urbanisme, avec des données chiffrées sur la qualité de l'air, de l'eau. Il y a des photos avant-après. Et c'est un parcours tout à fait rafraîchissant. Et vous comprendrez en y allant pourquoi je dis ça, mais il faut aller dans la mezzanine pour comprendre pourquoi j'emploie cet adjectif. Merci à toutes et à tous. Madame la maire adjointe, chère Marie-Christine, merci beaucoup pour cette magnifique introduction à cette soirée. Et merci aussi à la ville qui nous permet de bénéficier de ce magnifique environnement pour héberger l'esprit qui souffle et la science et faire de Paris un endroit où effectivement on travaille au bonheur. Et c'est bien le thème de ce soir, Mesure de l'homme, mesure du bonheur, titre très ambitieux dans ce cycle que nous a concocté notre présidente, ma très chère présidente, Bettina Laville, et dont vous avez peut-être pu assister aux séances précédentes. Les chiffres mesurent-ils l'essentiel? En janvier, en mars, la valeur de la nature est-elle mesurable? En mars aussi, mesurer les villes pour y vivre. En avril, mesurer les inégalités, est-ce les réduire? Et nous terminons avec cette mesure du bonheur. Alors, je voulais simplement vous souhaiter une très bonne écoute de ce magnifique panel que nous allons écouter et que Bettina va vous présenter et animer. Et je vais faire ce que je peux faire de mieux, c'est-à-dire me retirer pour laisser la science, la politique et l'intelligence parler. Merci, très belle soirée. Bonsoir à tous. Sadi, qui est l'âme, l'animateur et l'inspirateur de cette maison, est au bout de la 5e séance encore plus au point qu'auparavant dans sa démonstration totalement usurpée par rapport à la réalité de modestie. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci beaucoup Marie-Christine d'avoir introduit cette séance. Et effectivement, comme vous l'avez dit et Sadi l'a dit, je suis très heureuse d'accueillir nos invités. Alors, c'est la 5e séance, c'est la séance conclusive. C'est vrai que nous avons gardé le bonheur pour la fin, ou le bien-être, étant donné que quand même, on a mesuré la pollution, on a mesuré les inégalités, on a essayé de mesurer un certain nombre de concepts ou de faits réels qui n'étaient pas tous forcément réjouissants. Donc, nous nous sommes dit que nous allions nous quitter sur une note peut-être plus, j'aime pas le mot optimiste, mais finalement plus réjouissante avant l'été. Alors, en fait, on a présenté, vous avez lu la présentation de cette séance. J'allais dire que vous vous souvenez, le premier intervenant, pour ceux qui étaient là, c'était Cédric Villani, où vraiment il nous a dit à la première séance que lui, vraiment, il considérait que tout était mesurable. Et puis finalement, il nous a dit qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas mesurables par rapport à son expérience politique. Je me souviens qu'il a dit qu'il n'arrivait pas à mesurer la viscosité de la
phobie politique, je reprends le terme. Mais en l'occurrence, si vraiment, d'ailleurs, la citation de Marie-Christine est très éloquente là-dessus, avec la sérénité, etc., on a quand même envie de se dire parfois que le bien-être ou le bonheur peuvent échapper à la mesure comptable, puisqu'on a beaucoup parlé de mesures comptables, avec en particulier la RSE, etc. Eh bien, on va se le demander. Alors, pour ça, on a réuni 4 intervenants. Je vais vous les présenter par ordre d'intervention. Donc, Claudia Cini, qui est directrice, a toujours fait partie du CIPREMAP, mais le dirige aujourd'hui. En l'occurrence, c'est vraiment une spécialiste de tout ce qui est mesure du bien-être et économiste également. Donc ça, c'est vraiment... nous commencerons par la mesure de l'économie du bonheur, si elle veut bien nous en donner comment dirais-je, les contours. Nous continuerons peut-être avec mon ami Patrick Vivray, alors qui est finalement à sa place, puisque c'est un membre de la Cour des comptes, honoraire, mais membre de la Cour des comptes, mais je dirais qu'il s'est un peu éloigné depuis quelque temps de tout ce qui est mesure et compte, quoique c'est quand même lui qui a fait ce rapport qui avait fait beaucoup de bruit, qui lui avait commandé Michel Rocard, je crois, sur les nouveaux facteurs de richesse. Donc, à part, tu es vraiment un spécialiste tant dans ta profession que ensuite dans ton parcours philosophique. Alors justement, on va forcément lui demander si ce que aujourd'hui la mesure de cette richesse intérieure, entre guillemets, de ce bien-être et tout, signifie, et s'il est toujours sur les préconisations qu'il avait faites il y a quelques années. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Mazarine Pinjot, qui est philosophe, qui est spécialiste de Descartes, en l'occurrence, avec votre doctorat. Et comme vous savez, dans 2 séances au moins, nous avons invité, sur la nature en particulier, nous avons toujours invité un ou une philosophe, parce que finalement, on a l'impression que la philosophie, c'est justement ce qui ne mesure pas au sens comptable la vie des êtres, le bien-être, le bonheur. Et justement, Mazarine nous a publié, je dis nous, parce que comme je l'aime beaucoup, je sens que c'est, voilà, je dis nous, c'est, voilà, pardon, c'est pas français, mais tant pis, nous a, donc ça y est, je recommence, a publié un livre que moi j'ai beaucoup aimé sur une philosophie du manque qui s'appelle Vivre sans. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand je me laisse aller avec quelques articles, moi je dis toujours que les jeunes en particulier ont remplacé l'adjectif très par trop. Je veux dire, même mes filles, qui ne sont pas toutes petites, ne disent pas c'est très bien, mais me disent c'est trop bien. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en l'occurrence, cette philosophie du manque, et je pense que tous les deux, vous aurez sûrement un échange là-dessus, c'est ce qui nous paraît échapper totalement à tout ce qui peut se mesurer, se compter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, il ne faut pas, je vais dire, en rester là, à l'absence dans notre civilisation, à l'absence de mesures. Mais immédiatement, Olivier Bouin, et nous le faisons parler en dernier parce qu'il vous dira que nous allons continuer ce cycle d'une certaine manière, et il le dira mieux que moi, avec un projet qui s'appelle IPSP. Ça, il va vous expliquer ce que c'est, qui est un projet mondial, mais dont le siège, entre guillemets, pas juridique, mais enfin, nous offrons l'accueil ici à l'IEA. Et justement, là aussi, en fait, il s'agit de parler de bien-être de toute l'humanité. Alors, c'est quand même de plus en plus compliqué, mais à partir de la revisitation de la notion de progrès, et il vous dira les étapes la fois prochaine. Voilà. Alors, j'ai donc présenté tout le monde. Merci encore d'être là. Et Claudia, je vous donne la parole. Merci. Moi, je crois que je représente un peu l'antithèse alors dans cette table, si je comprends bien, puisque le point de départ, mais par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, je crois que
je dirige pas seulement le CEPREMAP, mais à l'intérieur, l'Observatoire du bien-être des Français au CEPREMAP, et on s'efforce de mesurer tous les trimestres les différentes composantes du bien-être ou du mal-être des Français pour des raisons conjoncturelles, économiques, politiques ou autres. Donc, tout le programme de recherche de l'économie du bonheur, dans laquelle je développe mes activités, a pour objectif de mesurer le bonheur, le ressenti, le subjectif, tout ce qui normalement ne s'observe pas de l'extérieur, mais qu'on peut néanmoins essayer de quantifier en faisant parler les gens. Un biologiste avait dit un jour, si les cellules pouvaient parler, est-ce que les biologistes refuseraient de les écouter? Donc l'idée là, c'est justement d'essayer d'écouter la parole de ceux qui ont à dire s'ils sont heureux ou pas. Donc pourquoi? Parce que finalement, le bonheur, c'est quand même l'objectif ultime. Bon, alors on arrive à la fin de ce cycle, si je comprends bien, on est tous convaincus que, comme le dit Aristote, tout ce que nous choisissons, c'est in fine en vue du bonheur. Le bonheur est le seul objectif qui soit une fin en soi et pas une fin, un objectif intermédiaire. Donc les gouvernements ont compris cela, et dans les pays, en tout cas au moins démocratiques, leur mission, c'est pas de rendre les gens heureux, c'est de faire en sorte que les gens puissent se rendre heureux, créer les conditions pour que les gens puissent se rendre heureux. Mais après, quand on se donne un objectif, soit on arrive à mesurer un peu les progrès que l'on réalise en vue de cet objectif, soit finalement, on n'est pas très incité à le faire. Donc, les différents gouvernements, les organisations internationales et autres se sont donné les moyens de le faire. Donc, ça a commencé en France, en fait, avec la commission, le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, commandé par le président Sarkozy, pour mesurer je ne sais plus comment ça s'appelait, les nouveaux indicateurs de la richesse, nouveaux indicateurs de richesse. Voilà, la France a un peu dressé la feuille de route. Après, d'autres pays ont été plus vite, comme l'Angleterre, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, etc., qui désormais ont des budgets de bien-être. Il y a aussi le programme Better Life Index de l'OCDE. Et puis, il y a le World Happiness Report, le rapport sur le bonheur dans le monde, qui sort tous les ans, avec les données de l'enquête Gallup, qui interroge 2000 personnes environ tous les ans dans tous les pays du monde, en leur posant des questions sur, justement, ce dont on va parler, des questions qui permettent de mesurer leur bonheur. Et ces questions, en fait, c'est à quel point êtes-vous satisfait de votre vie? Et on demande aux gens de se mettre une note sur une échelle de 0 à 10. 10 parfaitement satisfait, 0 totalement insatisfait. Ou alors, on peut le mesurer, on peut l'exprimer à la manière de Cantrill, le premier qui a posé cette question en 1959, par rapport à la meilleure vie possible et la vie la pire possible pour vous aujourd'hui. Où êtes-vous? Donc 10, j'ai la meilleure vie possible, et 0, la vie la pire. Donc à ce moment-là, la note est clairement, explicitement en référence à l'ensemble des possibles. Alors, donc, on veut mesurer le bonheur, on veut viser cet objectif. Pourquoi tout à coup s'intéresser aux mesures de bien-être subjectif? C'est pas ce que font les économistes d'habitude. Les économistes s'intéressent aux actions. Et voilà, on se dit, si les gens poursuivent leur intérêt bien compris pour savoir ce qui rend les gens heureux, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils font. Mais c'est pas si simple, en fait. La raison pour laquelle cette économie du bonheur se développe, c'est qu'on se rend compte que pour savoir si les gens sont plus ou moins heureux, il ne suffit pas de regarder le revenu par habitant. Le PIB par habitant n'est pas suffisant. Je pense que vous l'avez dit dans d'autres séances. On sait que le PIB mesure l'ensemble des transactions marchandes, la valeur des transactions marchandes. Donc, c'est pas rien non plus. C'est toute la valeur qui a été reconnue par ceux qui ont bien voulu acheter quelque chose parce que ça leur rapportait plus que ce que ça leur coûtait. Donc, c'est quand même la valeur, mais c'est la valeur qui passe par des transactions marchandes. Mais il y a plein d'autres choses qui rendent les gens heureux qui ne passent pas par des transactions marchandes. Comme on le sait, si on se promène dans la nature sans prendre un télésiège ou une route, c'est gratuit et ça rend heureux. Et puis la croissance, le PIB peut aussi exercer des externalités. On est en plein dans cette problématique avec la transition écologique. Donc il faut mesurer un peu au-delà du PIB, et voilà pourquoi on s'intéresse désormais au bonheur, au bien-être. Souvent on parle de bien-être, satisfaction dans la vie. Et en fait, si vous regardez il y a un instrument de Google, si vous tapez dans Google Ngram, N-G-R-A-M, Ngram vous montre, par exemple pour un mot, par exemple bonheur, la fréquence de ce mot, le pourcentage de texte, de tous les textes écrits en français, par exemple, dans lequel il y a le mot bonheur. Et on voit vraiment, et vous avez une courbe, alors si j'avais un transparent, je vous aurais montré. Donc on vous montre la courbe, vous dites, je vais regarder ça depuis, par exemple, 1750. Et vous voyez, effectivement, le bonheur, une idée neuve en Europe, le nombre de livres qui s'écrivent, qui parlent de ce sujet. Ensuite, ça redescend, et ensuite, ça remonte depuis les années 90, en France et dans les autres pays. Vous pouvez regarder en français ou en anglais, c'est pareil. Donc,
on recueille les réponses à cette question que j'ai évoquée. Êtes-vous satisfait de votre vie en général sur une échelle de 0 à 10 dans des grandes enquêtes nationales et internationales. Et après, on s'attelle à comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux que quelqu'un d'autre dans des circonstances données. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux que l'année dernière, la même personne, quand on suit les mêmes personnes au cours du temps. Qu'est-ce qui joue? Alors, ces grandes enquêtes, bon, je passe. Donc, on pourrait se dire a priori, bon, mais en fin de compte, si on me posait cette question, je ne saurais pas trop comment répondre, ça dépend de mon humeur du matin, etc. En fait, les réponses que donnent les gens depuis qu'on recueille ces données, c'est-à-dire depuis les années 70, elles ont une structure, c'est-à-dire qu'on voit qu'on trouve ce qu'on attend. Les gens sont plus heureux quand ils sont plus riches, plus entourés, vivent avec quelqu'un, ils ont un travail, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une structure dans les données, c'est pas juste ce qu'on appelle du bruit, c'est pas quelque chose qui varie comme ça de manière erratique. Et puis ces données ont aussi un pouvoir prédictif. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas content de son travail et qu'on le suit dans le temps, on peut voir qu'il y a de fortes chances qu'il ait quitté ce travail quelques années après. Et donc ces déclarations de satisfaction dans la vie prédisent ce qui va se passer dans les périodes futures en matière de santé, espérance de vie, travail, retraite, etc. Ok, alors cette enquête Gallup mesure pose ces questions de satisfaction dans la vie avec plein d'autres questions et relève aussi beaucoup d'autres informations sur les habitants de tous les pays du monde tous les ans. Et donc chaque année il y a un rapport et une question qui est la question principale presque de ce rapport, c'est qu'est-ce qui explique les différences entre les pays du point de vue du bonheur des habitants. Donc il y a un classement qui est établi chaque année. Bon, la France est descendue cette année à la 23e place, je crois. Voilà. Et donc, ce qui explique le plus les différences entre pays, c'est premièrement le lien social. Donc, qui est un peu capturé, comme on dirait, dans notre langage d'économiste, qui est par la question de savoir avez-vous quelqu'un sur qui compter en cas de besoin. Voilà, cette question-là, elle attrape énormément c'est un facteur très explicatif du fait que les gens vont se déclarer plus ou moins satisfaits de leur vie après. Après, il y a évidemment le revenu par habitant. L'espérance de vie en bonne santé, la liberté, le sentiment de pouvoir vivre suivre ses propres choix, la générosité, est-ce que les gens participent à des organisations charitables ou enfin de charité, et puis il y a la gouvernance, le sentiment de corruption dans le pays. Est-ce que vous avez l'impression que les organisations dans le pays sont corrompus ou pas corrompus. Sur le lien social, je voudrais faire part d'une observation qu'on a pu faire à l'Observatoire du bien-être, justement, pendant le Covid. En fait, pendant le Covid, au moment du confinement, vraiment, la satisfaction s'est vraiment effondrée. Et surtout, ce qu'en disent les gens l'année d'après. Pendant, en fait, ils étaient un peu résilients, ils ne savaient pas trop, mais l'année d'après, ils ont vraiment dit que c'était l'horreur l'année dernière, puisqu'on pose ces questions-là. On leur pose 20 questions, satisfaction dans la vie, et l'année dernière, c'était comment, et l'année prochaine, qu'est-ce que vous pensez, et satisfaction financière, etc. Et donc, les gens étaient très malheureux pendant le confinement, et au moment du premier déconfinement, les gens étaient très heureux. Satisfaction dans la vie a vraiment fait un bond incroyable. Et il y avait des questions concernant leurs anticipations sur l'économie. Est-ce que vous pensez que l'économie va aller mieux, etc. Mais pas du tout. L'économie n'avait aucune raison d'aller mieux. Donc l'économie, la courbe, elle était complètement plate. Et la satisfaction dans la vie complètement, vraiment très très forte. Et les relations avec les autres aussi. Et c'est la première fois dans ces statistiques que ces deux courbes, la courbe de l'économie et la courbe de la satisfaction dans la vie, se découplent. Parce que d'habitude, ça va quand même relativement bien ensemble. Parce que quand l'économie va bien, on a du travail, on a les moyens de payer son loyer, etc. Mais là, pour la première fois, on a vu, c'est presque ça, le lien social qui se révélait, l'importance du lien social dans le bonheur qui se révélait sur ces courbes. Voilà. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'Observatoire du bien-être de CEPREMAP. Sur la gouvernance, dans le dernier volume du World Happiness Report, le rapport sur le bonheur dans le monde, il y a un chapitre qui est écrit par deux économistes suédois, Tim Besley et Thorsten Persson, enfin un anglais et un suédois, on va dire, sur la mesure de la gouvernance, donc l'efficacité de l'État, la capacité de l'État à la capacité fiscale, pouvoir prélever l'impôt pour fournir des biens publics. Ensuite, la capacité collective, c'est-à-dire éviter les guerres civiles et à garantir la paix. Bon. Et la capacité juridique, c'est-à-dire faire respecter l'État de droit. Donc il y a toute une série de mesures de ces critères selon les pays. Après, ils construisent une espèce d'indice synthétique, l'indice de pilier de la prospérité, et on voit que c'est extrêmement corrélé, encore une fois, avec la satisfaction dans la vie des habitants des différents pays. C'est pour illustrer l'importance de la gouvernance. Parce que j'ai dit que la satisfaction dans la vie, ce qui différencie les pays, c'est le lien, le revenu, la gouvernance, la liberté, en gros. Après, il y a d'autres facteurs macroéconomiques. Il y a la confiance. La confiance, ça va avec le lien un peu. Les inégalités, bien sûr, les inégalités sociales, l'environnement. Il y a des grosses différences culturelles. Là encore, si j'avais un graphique, je pourrais vous montrer que les pays d'Amérique latine
bien qu'ils soient pas très, enfin qu'ils soient en termes de niveau de vie plus bas que nous, sont aussi heureux en moyenne que les pays d'Europe de l'Ouest, que les pays, on sait bien que les pays du Nord, Finlande, Suède, Danemark sont très heureux, se déclarent très heureux. Donc, pardon, toujours en haut, Finlande toujours premier, rien à faire. Et donc, il y a vraiment des clusters de différences culturelles qui sont... Alors, ces différences culturelles, par exemple, dans le World Happiness Report, on le voit parce que ce chapitre qui est tout le temps là, à chaque numéro, décompose donc les facteurs explicatifs des différences de bonheur entre pays. Et après, il reste quelque chose, dans les différences de niveau de bonheur moyen, il reste quelque chose qui n'est pas expliqué par les variables qui sont dans l'équation. Et ça, c'est ce qui est inexplicable, alors on peut appeler ça culturel. Et cette partie inexplicable, mystérieuse, elle est très forte, justement, elle est très forte et positive pour les pays d'Amérique latine, elle est très forte et positive pour les pays d'Europe du Nord, elle est assez forte et négative pour les pays d'Europe de l'Est et centrale. Donc il y a encore des choses à étudier. Alors peut-être que c'est ça justement ce qu'on mesure pas, ce qu'on n'arrive pas à mesurer. Moi-même j'avais découvert par hasard, à vrai dire. Je m'intéressais au rapport entre les inégalités et le bonheur, et j'utilisais une enquête européenne, enquête sociale européenne. Donc j'écris une équation. Une équation, c'est comme une recette en fait. Qu'est-ce qui fait la satisfaction et les différents ingrédients. Et donc les ingrédients, les inégalités, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a un travail, est-ce qu'on est diplômé, etc. Et puis on contrôle, comme on dit, on neutralise le fait de vivre dans tel ou tel pays, un effet fixe pays. Puis en fait, je me rends compte que systématiquement, il y a un coefficient négatif et significatif, c'est-à-dire qu'on y croit, associé à la France. Et donc, surprise, pour moi, c'est une grosse surprise. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose en France qui rend les gens particulièrement malheureux ? C'est en ne comparant que des pays européens, en fait. Hein. Et donc, pour savoir, je regarde les immigrés, les gens qui vivent dans un pays où ils ne sont pas nés. Et donc, par exemple, deux immigrés qui viennent du même pays, l'un s'installe en France, l'autre s'installe en Belgique. Si c'est la France qui rend les gens malheureux, quelque chose en France, quelque chose de concret, des circonstances, celui qui s'est installé en France va être plus malheureux que celui qui s'est installé en Belgique. Et bien, la réponse, pas du tout. Les gens qui arrivent en France, qui sont là depuis moins de 10 ans, qui ne sont pas passés par l'école, etc., ne sont pas moins heureux en France qu'en Belgique, par exemple. Et de même, les Européens qui vivent en dehors de leur propre pays, dans un autre pays d'Europe, les expatriés, les Français sont plus malheureux que d'autres expatriés quand ils vivent à l'étranger. Donc il y a vraiment quelque chose, on est dans l'impalpable, il y a vraiment quelque chose quand même pour l'instant inexpliqué. Alors quand on ne peut pas l'expliquer, comme on pense que c'est quelque chose qui se transmet par la socialisation, par la mentalité, etc. Donc nous, on appelle ça culture. La culture, c'est les représentations qui se transmettent au cours du temps et de génération en génération sans que le fondement qui les a créées au début soit encore là. Donc il y a un facteur culturel français peut-être. Les journalistes étaient très intéressés, ça faisait un peu de French bashing. Donc ils ont dit happy to be unhappy. Voilà, c'était... mais bon, voilà, donc ça, c'est le facteur culturel, pour dire que même si je représente quand même les méchants économistes qui veulent tout quantifier, parfois on reconnaît qu'il y a des choses que, avec nos mesures, on les voit, mais on ne sait pas exactement à quoi les attribuer, en tout cas pour l'instant. Alors, comme je vais vraiment très vite, alors je n'ai même pas utilisé mon temps. Donc après, la question, puisqu'on a dit le PIB ça suffit pas de mesurer le revenu par habitant, le PIB, la croissance. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire on n'a qu'à s'en passer, en fait. Et puis même la croissance, est-ce qu'il faut arrêter avec la croissance? Est-ce que ça sert à rien, ça rend pas heureux, etc. Donc, en fait, toute la littérature sur le bonheur, l'économie du bonheur, tourne autour de cette question. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a un économiste célèbre, Richard Easterlin, qui a montré que au long terme, on n'a pas l'impression que le bonheur moyen s'accroît, même quand il y a des périodes de croissance. On en parlera peut-être après si on a le temps. Mais quand même, dans la croissance, il y a quelque chose, même si on voit que la croissance, évidemment, telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle exerce des dégâts considérables sur l'environnement et il faut vraiment changer un peu de nos pratiques. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans la croissance, dont on est sûr que c'est bon pour le bonheur? Je pense qu'il y a un élément dans la croissance quand même qui est bon pour le bonheur des individus, c'est la projection vers le futur, c'est l'anticipation, c'est, on peut dire, l'espoir. La satisfaction dans la vie, le bonheur, ne dépend pas uniquement de la situation présente dans laquelle on est, le point, le moment T, la situation statique. Elle dépend de ce qu'on anticipe, de ce vers quoi on se projette, même pour la fin de la journée, même pour la semaine prochaine et même pour les années à venir. Et donc, la trajectoire sur laquelle on se trouve est très importante. Sa propre trajectoire, la trajectoire de ses enfants, la trajectoire de la société. Et donc la croissance, c'est quoi? C'est la promesse du plus ou la promesse du mieux? Ou la promesse du nouveau?
Et donc, ça, c'est important quand même dans le bonheur. Et si on enlève vraiment une énorme part. Après, il y a d'autres choses dans la croissance qui sont délétères. Au contraire, c'est les comparaisons, c'est quand ça amène des inégalités, c'est quand on s'habitue à ce qu'on a et que du coup, on a un niveau d'exigence plus élevé et du coup, on est blasé. Mais la partie positive de la croissance, la partie favorable au bonheur, c'est cette perspective de progression. Donc comment faire? Est-ce qu'il faut décroître, à ce moment-là, renoncer à ça? Que faire? On parle de décroissance, est-ce que c'est une solution? La décroissance, c'est l'idée de consommer moins aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait de consommer? En quoi consommer est propice au bonheur? Consommer, c'est dépenser son revenu. Il y a quelque chose dans le fait de consommer qui relève du choix, de la liberté de choisir ce qu'on fait de son temps, ne serait-ce que ça, et de ses moyens. Et puis aussi le fait d'être indépendant, de ne pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour agir. Donc, il y a une sorte d'exercice d'une puissance d'agir ou une liberté, mettons. Ça, c'est la consommation. Mais la consommation, c'est pas forcément le consumérisme. Le consumérisme, c'est un mode de consommation où on consomme beaucoup et on renouvelle tout le temps les objets, où les choses sont fabriquées pour ne pas durer, où on a la culture de jeter plutôt que de réparer, etc. Donc, en fin de compte, le consumérisme, c'est un mode de consommation d'objets qui sont dont l'utilité, on pourrait dire, dont l'effet sur le bonheur se dissipe très rapidement. On est content et puis on se lasse très vite. Mais il existe d'autres biens pour lesquels c'est le contraire. Disons que ces biens dont je parle, ce sont des biens pour lesquels le temps joue contre nous. On les acquiert, on en jouit pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, il nous en faut d'autres et on s'en lasse. Il y a des biens pour lesquels le temps joue pour nous. Ce sont des biens de consommation, mais qui sont aussi d'investissement. C'est des biens pour lesquels, au début, il faut faire un effort pour se familiariser avec le domaine, pour apprendre, pour progresser. Et plus on les pratique, plus on les consomme, et plus on en retire de bénéfices. Et vous avez tout de suite compris ce que c'est. C'est la musique, c'est la connaissance de l'art, c'est le savoir, c'est la littérature, c'est toutes les choses qui sont, ou même le sport, toutes les choses qui nécessitent un effort au début, de rentrer dans le domaine. Et après, moi, pour un économiste, on dirait il y a une courbe de rendement croissant. C'est-à-dire que plus on en fait, et plus l'utilité, enfin le bien-être qu'on en retire, augmente. Donc peut-être que ce qu'il faut faire, c'est pas se dire qu'on va décroître, parce que de toute façon, ça va être difficile, socialement, mais d'infléchir peut-être la croissance vers ce mode de consommation, vers des biens pour lesquels le temps joue pour nous, et plutôt que d'un mode consumériste. Et donc, c'est une manière de réconcilier un peu cette question de la croissance, de la décroissance, avec la question du bonheur. Et j'ai même pas épuisé mon temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites que vous êtes la méchante économiste dans cette table ronde, parce que, au contraire, on part d'une photographie de la réalité. Et Patrick, je voudrais te demander si cette photographie de réalité, comment dirais-je, elle te fait écho par rapport à tout, comment dirais-je, par rapport à tes deux vies. Alors, je sais que tu en as beaucoup d'autres, mais enfin, les deux, en tout cas, que moi je connais, c'est-à-dire, en l'occurrence, tout ce qui a tourné autour donc de l'étude de la richesse, etc. Et puis, on va s'approcher pas à pas de la philosophie, puisque, en fait, vous avez déjà fait quelques pas là-dessus. Et justement, en fait, ce qui est très, très frappant, c'est que même à la fin de son exposé, l'économiste parle de décroissance qui va nous amener au sang, au manque, etc. Patrick. Oui, ça fait tout à fait écho, puisque quand j'avais démarré la mission sur les nouveaux facteurs de richesse, j'étais parti de deux phrases qui paraissaient contradictoires, mais tout ce que vous venez d'évoquer en montre la part de vérité. Il y avait d'un côté la phrase fameuse de Robert Kennedy concernant le produit intérieur brut, où il disait le PIB compte tout, sauf ce qui est vraiment important. Et puis, une autre phrase qui était de Charles Bettelheim qui disait « Quand on cesse de compter, c'est la peine des hommes que l'on cesse de compter ». Alors, il disait ça avant que la question écologique devienne centrale. Il le disait par rapport à la question sociale, mais
évidemment, cette phrase de Bettelheim, elle s'applique parfaitement aux enjeux écologiques, puisque c'est parce qu'on s'est mis à compter le bilan carbone sur la question du dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, la raréfaction de l'eau, etc., que cette prise de conscience a pu se développer. Et d'une certaine façon, je me disais, faut-il vraiment choisir entre ces deux approches, ou y a-t-il une part de vérité importante, mais cette part de vérité, elle n'est pas forcément appréhendable du côté de la seule économie, mais c'est plutôt du côté du politique et de la démocratie qu'on peut l'appréhender. Et ce qui m'avait mis sur cette piste, c'est que, évidemment, en travaillant sur nouveaux facteurs de richesse, j'avais beaucoup travaillé sur la question des nouveaux indicateurs de richesse. C'était avant la commission Stiglitz, Amartya Sen, qui a tout à fait montré à quel point cette question était centrale, et avec l'appui de prix Nobel. Mais il y avait déjà quantité de critiques à l'époque des indicateurs de richesse centrés sur le PIB. Je pense aux travaux de Florence Gianni-Catrice, de Jean Gadret, de Dominique Méda, etc. Je m'étais beaucoup appuyé sur ces points, et y compris sur les travaux pionniers à l'époque des Nations Unies, avec l'indicateur de développement humain qui avait été un petit peu le premier à ouvrir une brèche. Donc, j'avais beaucoup travaillé sur une autre approche des chiffres. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi rentrer par l'interrogation sur les mots ? Parce que ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est une question qui peut paraître tout à fait farfelue quand on s'occupe de comptes et de comptes publics, puisque à l'époque, j'étais aussi, après ma mission sur l'évaluation des politiques publiques, j'étais rentré à la Cour des comptes, mais sur l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques. Et je m'étais posé cette question qui peut paraître bizarre, en tout cas pour mes collègues, elle paraissait totalement bizarre. Pourquoi y a-t-il des bénéfices dans nos comptabilités ? Bah oui, bien sûr, il y a des plus, il y a des moins. Oui, mais je dis, c'est pas la même chose de dire plus, moins, ou de dire bénéfice et perte. Parce que bénéfice, même si on n'a pas fait de latin, ça veut dire benefatio, ça veut dire bienfait, ça veut dire faire le bien, ça veut dire activité bénéfique. Et du coup, j'étais parti sur une espèce d'enquête rétrospective sur d'où venait qu'à un moment donné, dans l'histoire de la comptabilité, notamment dans l'histoire de la comptabilité des pays de culture chrétienne, il y avait eu un bouleversement sémantique et qu'on était passé de la question du discernement sur le bénéfique et le nuisible à la question du qu'est-ce qui gagne ou qu'est-ce qui perd de l'argent, qui n'était pas du tout la même question. Et ça renvoie à notre débat, parce que ce qu'on appelait à l'époque la comptabilité du salut, en lien avec l'économie du salut, a été effectivement bouleversée par l'émergence de la modernité et de la question du bonheur. Mais ce qui m'avait mis sur cette piste, c'était un grand historien du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, qui avait notamment écrit un livre que je trouve absolument passionnant, et qui mettait justement en évidence qu'un des bouleversements majeurs qui s'était produit dans le champ économique, mais aussi culturel, et puis à terme politique, c'était l'invention du purgatoire, ce qu'il avait appelé à la fin du XIe siècle l'invention du purgatoire. Pourquoi c'était complètement bouleversant ? Parce que avant l'invention du purgatoire, tout le monde croyait dur comme fer à l'au-delà, et cet au-delà était structuré de façon binaire.
enfer ou paradis. Donc la seule question importante de l'ici-bas, qui était soulevant une vallée de larmes et où la durée de vie était réduite, la seule question importante, c'était de ne pas se louper sur l'au-delà et d'éviter à tout prix la damnation éternelle. Donc la question centrale, c'était celle de l'économie, mais de l'économie du salut. Et par rapport à cette économie du salut, les indicateurs de richesse de l'époque, la comptabilité du salut, eh bien, c'était effectivement qu'est-ce qui nous met sur la voie du salut? C'est quand on fait le bien. Et qu'est-ce qui nous met sur le risque de la perte suprême, c'est-à-dire la perte de la vie éternelle? Eh bien, c'était tout ce qui était de nature à nous conduire à la damnation. Et au passage, il y avait un élément qui est tout à fait intéressant et qu'on retrouve pas simplement d'ailleurs dans le christianisme, qui est encore présent par exemple dans l'islam contemporain, c'était que le péché le plus grave, celui qui vous envoyait tout droit sans rémission vers la damnation éternelle, c'était le prêt à intérêt. Pourquoi? Parce que c'était le blasphème suprême. Prétendre que l'argent était créateur dans le temps, c'était mettre l'argent au même niveau que Dieu. Seul Dieu est créateur dans le temps. Donc, si vous voulez, il y a un premier grand bouleversement qui apparaît et qui sera ensuite repris sous une autre forme plus connue par Max Weber. Mais ce premier grand bouleversement, c'est effectivement l'invention du purgatoire qui crée un espace ternaire dans l'au-delà et qui crée du même coup aussi un espace ternaire dans l'ici-bas. Au passage d'ailleurs, on voit apparaître ce qu'on peut appeler la première économie circulaire, qui est l'économie de rachat des péchés, puisque grâce au purgatoire, il va être possible de racheter les péchés, et ça va être d'ailleurs l'une des sources majeures d'une grande crise financière, mais qui est aussi une crise de foi, qui est la crise des indulgences. C'est-à-dire quand le pape, pour remplir ses caisses, a eu l'idée de transformer les indulgences qui, comme leur nom l'indique, veulent dire simplement une procédure de pardon et de réconciliation et de la marchandiser, eh bien, ça a été à l'origine de la grande crise de crédit. Parce que qu'est-ce qu'une crise de crédit? C'est une crise de confiance et une crise de foi. Toute crise financière doit, à mon avis, être analysée dans les catégories de la confiance et de la foi. Et cette crise de crédit, elle a donné Luther, elle a donné le protestantisme, etc. Alors, si j'ai fait ce détour, ce n'est pas simplement parce que j'avais un intérêt à la fois historique et théorique, c'est parce que la question écologique me paraissait reposer actuellement la question du salut, précisément. Parce que de quoi parle-t-on quand on se retrouve confronté à la question d'une terre inhabitable, comme dirait Bruno Latour, si ce n'est justement que si la nature d'une économie qui ne se pose plus la question du bénéfique et du nuisible, mais qui se pose simplement la question de qu'est-ce qui perd et qui se rapporte de l'argent, en vient du même coup à créer des conditions telles que l'économie elle-même devient une économie qui conduit à de la destruction d'une terre habitable, eh bien, ça veut dire qu'il y a un retour nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on abolit la question du bonheur, mais ça veut dire qu'on reprend la question du salut. Évidemment, on la reprend en termes laïques, il ne s'agit pas du tout de faire une espèce de régression prémoderne. Mais il y a une actualité de la question du salut du point de vue de l'économie, de la même façon qu'il y a une actualité de la comptabilité du salut. Je dirais même qu'il y a une actualité sur le plan monétaire, de qu'est-ce qu'une monnaie de salut, puisque c'était l'autre partie de mon rapport, c'était de travailler sur la question de la monnaie.
puisque évidemment, ce qui s'échange devient un élément déterminant. Vous voyez? Alors, si j'introduis ça, puis ça permettra à Mazorine de surfer d'autant plus sur le volet proprement philosophique, c'est que, au passage, ça débouchait sur une question politique centrale et démocratique, qui était, si on rétablit la délibération sur qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, et qu'est-ce qui peut faire doute ou qu'est-ce qui fait débat, parce que les uns vont dire ça c'est bénéfique, mais non, ça c'est nuisible, si ce n'est le processus démocratique. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous avez le contrôle social chinois, qui peut très bien marcher sur un plan strictement technique. C'est-à-dire, si vous changez les critères et vous prenez la question du bénéfique et du nuisible, et c'est vrai sur le plan écologique, mais on peut le décliner sur quantité de points. Mais si c'est un pouvoir totalitaire, qui soit religieux comme les mollahs iraniens ou les talibans, ou qui soit politique comme le comité central du PC chinois, eh bien, cette question du bénéfique et du nuisible, effectivement, qui est absolument nécessaire d'un point de vue écologique, elle peut très bien refabriquer des régimes autoritaires, voire totalitaires. Et donc, la question démocratique comme question radicale de qui est légitime pour délibérer sur le bénéfique et le nuisible et en tirer des conséquences, y compris des conséquences en matière de moyens sur la fiscalité, et ça débouche à ce moment-là sur quelque chose qu'on connaît bien, qui est la généralisation des fiscalités bonus-malus, mais on ne peut faire du bonus-malus que s'il y a eu délibération sur le bénéfique et le nuisible. Et même chose sur la question du crédit et de la création des moyens qui, pour l'avenir, parce qu'il y a une confiance en l'avenir, mais la confiance, ce n'est pas la confiance du remboursement monétaire, c'est la confiance dans le fait qu'il y a de la vie à venir et que toute richesse n'a de sens que s'il y a de la vie à venir. Donc vous voyez, cette question démocratique, elle devenait centrale et elle faisait le lien, et je termine sur ce point, avec effectivement l'autre question que je m'étais posée une dizaine d'années auparavant, quand Michel Rocard, quand il était Premier ministre, m'avait demandé de travailler sur l'évaluation des politiques publiques, parce que là aussi, je m'étais interrogé sur le sens réel du terme de valeur. Et grâce à Le Goff, qui m'avait alerté que le terme de valeur, dans cette perspective-là, ça ne voulait pas dire value for money. Valeur, ça voulait dire force de vie. Qu'est-ce qui est créateur de force de vie? Qu'est-ce qui est destructeur de force de vie? Formidable anticipation de la question écologique. Et à ce moment-là, effectivement, la démocratie n'a de sens que si c'est une délibération sur ce qui construit de la force de vie, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit spirituelle, ou au contraire, qu'est-ce qui la détruit. Voilà. Alors, moi, c'est un plaisir personnel et manifestement collectif de t'entendre. D'abord parce que ça me rajeunit, parce que on a beaucoup discuté de ces sujets autour, en particulier de l'écologie. Et c'est vrai que cette comptabilité du paradis ou de l'enfer est absolument passionnante. Alors, Mazarine, vous dites dans votre livre Vivre sans, une philosophie du manque. Moi, dans ce livre qui m'a beaucoup intéressée, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, un peu comme Patrick, à la fin, dans les 2-3 derniers chapitres, vous posez justement le problème des forces de l'argent, comme d'aucuns disaient, en l'occurrence, sur l'influence que ça a justement sur la vision qu'on a ce que je disais, du trop, consumérisme ou pas, et du sang.
Voilà. Alors, quel est, par rapport à la mesure, finalement, je me suis interrogée aux écrivains sur, finalement, est-ce qu'on peut mesurer le sang? Donc ça, c'est sûrement la première question. Et autrement, est-ce que cet univers global de mesure où nous sommes nous fait finalement rater ou pas l'essentiel? Alors, je vais essayer de rebondir à la fois sur ce que vous avez dit qui était passionnant et sur votre question, Bettina. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer. Ce livre, en effet, travaille la question du sang SANS précisément pour montrer qu'il y a quelque chose qui échappe à la mesure. Je pose la chose d'emblée et cette chose qui échappe à la mesure, c'est peut poursuivre dans la simple terminologie quelque chose qui est incommensurable, qui n'est pas mesurable. Et donc, je me suis interrogée sur la manière, au départ, tout à fait habile, enfin, en tout cas, que je trouve absolument fascinante et habile de la part du marketing, d'avoir récupéré cet incommensurable à l'intérieur d'une logique du commensurable en utilisant cet adverbe sans, ou cette préposition, c'est les deux fonctions, pour créer de la valeur ajoutée. Donc, le sans sulfite, sans sucre, sans huile de palme, enfin sans sucre ajouté ou sans sucre même. On peut manger des pâtisseries sans sucre. Enfin bon, voilà. Cette expansion du sang pour nous donner le désir de consommer des produits. Non seulement le désir de les consommer, mais en plus de les consommer de façon éthique. Donc en prime, non seulement on consomme, mais on consomme aussi de l'éthique. Ce qui est pratique, c'est toujours plus facile de l'acheter que de la pratiquer. Et donc, je suis partie de cette réflexion sur la façon dont, en effet, on avait incorporé quelque chose qui, normalement, devrait échapper à toute prise, à toute mesure, précisément à toute mesure, à l'intérieur du champ du commensurable, c'est-à-dire à l'intérieur de la mesure, de l'évaluation, parce que lorsqu'on parle de mesure, vous avez parlé d'évaluation, on pourrait s'interroger aussi, qu'est-ce que veut dire évaluer? Est-ce que tout est évaluable? Enfin, c'est le même ordre d'idée. Et donc, voilà, je me suis interrogée sur cette captation du sang, et je vais revenir sur le sang qui serait l'incommensurable et que j'essaie de repérer. Alors, c'est un travail un peu métaphysique, et je parle de quelque chose de très, très pragmatique, enfin, du marketing tout simplement, et du rapport quotidien aux objets de consommation. Pour remonter ou redescendre, peut-être plutôt, à quelque chose qui serait de l'ordre métaphysique. Alors, n'ayez pas peur de ces grands mots, je vais essayer quand même d'être à peu près claire, mais parce que il me semble en effet que il faut peut-être revenir à un propos métaphysique précisément pour échapper au tout de la mesure. Alors, c'est peut-être aussi, enfin, je ne suis pas la première à le faire, hein, la critique de la rationalité économique qui... Alors, c'est pas du tout une critique de l'économie, attention, je précise, mais c'est une critique d'une rationalité instrumentale qui aurait colonisé tous les champs, y compris ceux qui échapperaient, qui devraient échapper à l'économie. Ça peut être le champ de l'amitié, le champ de l'amour, le champ de l'engagement, le champ de l'éthique, justement, dont on pourrait estimer qu'il échappe précisément à celui de l'économie, à l'ordre économique. Or, dès lors qu'on le récupère à l'intérieur du champ économique, alors il n'a plus d'autonomie en propre. Il devient dépendant lui-même d'une mesure qu'il n'a pas produite. Et donc, à partir du moment où l'éthique elle-même n'est pas autonome, il y a une forme de contradiction dans les termes, puisque l'éthique devrait être autonome en son propre ordre. Et donc voilà, donc la question, ça n'est pas une critique évidemment de l'économie, j'en serais bien incapable, mais d'une forme d'impérialisme, d'une rationalité instrumentale qui voudrait s'accaparer tous les champs, y compris ceux qui devraient lui résister. Et donc cette question du sang, essayer de retrouver ce qui pourrait échapper précisément à cette captation, à la fois ça n'est pas simple, et en même temps je pense que ça fait écho à ce que chacun d'entre nous a pu vivre, penser. On sait que tout n'est pas récupérable par la commensurabilité, que tout ne peut pas se comparer, se mesurer. Voilà. D'abord parce que pour mesurer, soit il faut un critère de mesure,
Donc là, ça repose la question du critère, et là, ça devient encore une autre question. Et c'est là où, évidemment, le champ démocratique me paraît essentiel, et je reviendrai tout à l'heure à la démocratie, parce que la question du critère, effectivement, elle doit être soumise à délibération. Sans quoi, la mesure, elle est entre les mains de celui qui a décidé du critère. Soit la mesure, elle est un instrument de comparaison. Mais qu'est-ce qu'on compare? Est-ce que justement le bonheur peut se comparer? Alors on trouve évidemment des unités de mesure, mais ces unités de mesure, enfin, si on arrive à mesurer quelque chose dont on suppose qu'il est quand même difficilement mesurable, c'est pour des questions pratiques, pour des questions de politique publique, donc c'est utile. Mais je pense qu'en dernière instance, ça repose sur un critère lui-même qui est incommensurable. Et je vais donner un exemple de ce critère qui est de l'ordre de l'incommensurable et qui pourtant va donner lieu à un champ de commensurabilité. Et ben, c'est tout simplement ce qui fonde l'égalité. Alors l'égalité, par exemple, qui est donc l'un des principes fondateurs de nos démocraties, qu'on doit associer à la liberté, ce qui évidemment change tout. L'égalité, a priori, c'est un critère de mesure puisqu'on compare deux choses. Pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait au moins deux choses qu'on puisse comparer. Et pourtant, on sait bien qu'il semble difficile de pouvoir comparer les hommes, dans la mesure où, en tout cas, dans nos principes démocratiques de pensée politique, les hommes ont une égale dignité. Alors voilà, on introduit quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'il y a une égalité, mais une égalité de la singularité. Donc une égalité de quelque chose qu'on ne peut précisément pas comparer, ni a priori mesurer, puisque précisément la dignité, ce qui fait de nous des personnes, donc des êtres singuliers, c'est ce qui échappe à toute mesure, et c'est ce qui échappe à toute forme de relativité. Et donc, on peut oser le mot, c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'un absolu, au sens où il n'est pas relatif, tout simplement. Notre dignité, elle n'est pas relative à autre chose que notre dignité. Donc, on aurait là quelque chose qui ressemblerait à une forme d'absolu, à quelque chose qui serait de l'ordre d'un incommensurable. La dignité n'est pas négociable, elle est fondatrice. Et si elle est fondatrice et non négociable, c'est que précisément, on ne peut pas la relier à une mesure. Elle n'est pas mesurable. Il n'y a pas plus ou moins de dignité en tant que cela fonde notre statut d'être humain. Et pourtant, c'est cette dignité-là qui va permettre de fonder l'égalité. Alors, c'est quand même quelque chose de très paradoxal. Très paradoxal dans la mesure où là, on a quelque chose qui échappe à la mesure, qui va permettre d'introduire un principe politique qui, lui, va entraîner des mesures. Parce qu'évidemment, qu'après, pour les politiques publiques, il va bien falloir mesurer l'accès à l'eau, l'accès au logement, l'accès au travail, les revenus, comment on va redistribuer tout ça, etc., etc. Donc là, on a évidemment bien besoin de mesures. Donc, nos principes démocratiques sont bien fondés sur quelque chose de très étonnant, qui est en effet l'introduction d'une mesure. On a, encore une fois, je le répète, évidemment besoin de mesures pour pouvoir mesurer et redistribuer, laquelle mesure est en dernière instance fondée sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mesure, qui est un incommensurable. Alors le paradoxe, il est là, et c'est la raison pour laquelle on a besoin évidemment de l'économie. Donc l'économie n'est pas du tout le vilain petit canard, mais l'économie, malgré tout, doit demeurer en son ordre. En fait, la question, c'est pour ça que lorsque vous disiez que les deux sont compatibles, bien sûr que les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une vision économique, mais ça n'exclut pas qu'en dernière instance, les principes de notre démocratie à l'intérieur de laquelle ou desquels on va pouvoir utiliser les chiffres, la mesure, etc., sont fondés sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mesure. Donc voilà, en fait, c'est les différents niveaux qu'il faut arriver à distinguer et surtout à ne pas confondre. Juste un mot sur l'idée de la mesure, puisque si l'homme est la mesure de toute chose, dans le Protagoras, il met aussi en scène le mythe de Prométhée. Or, Prométhée, qu'est-ce qu'il fait? Prométhée, il institue d'une certaine manière la culture humaine en allant voler le feu aux dieux. Il va voler le feu aux dieux parce qu'il est nu, parce que son frère a oublié de distribuer parmi toutes les qualités qui ont été données par les dieux. Il a oublié de distribuer une qualité quelconque à l'homme qui se retrouve dépourvu, démuni, etc.
Qu'est-ce que fait Prométhée? Il va voler le feu aux dieux. Donc, par quoi commence Prométhée pour instituer l'humanité? Par la démesure. Et donc, c'est d'une certaine manière hors de la mesure que s'institue ce qu'on pourrait appeler notre humanité. Et donc, oui, il y a quelque chose qui échappe nécessairement à la mesure, même si, par ailleurs, dans le champ de la politique, des politiques publiques, de l'économie, etc., il faut mesurer. Et je terminerai juste sur, à mon avis, l'une des manières d'exprimer ce paradoxe qui n'est pas, qu'on ne peut pas résoudre, hein, cette idée que l'égalité est en dernière instance fondée sur quelque chose qui ne relève justement pas de la mesure, c'est à mon sens l'homonymie même du terme d'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, on peut la penser dans deux sens différents, mais ces deux sens, ils sont pas conciliables. Et donc, il faut tenir la tension, il faut accepter qu'il y a une tension entre ces deux sens. Le premier sens, c'est l'humanité, la communauté des hommes, notre communauté, nous tous ensemble. Et nous tous ensemble, oui, bien sûr, la question de la mesure peut tout à fait s'appliquer. Dans une communauté humaine, oui, nous allons faire des comparaisons, nous allons essayer de calculer les inégalités. Et puis, il y a l'humanité au sens de l'humanité en l'homme, celle qui renvoie précisément à ce que j'ai appelé tout à l'heure la dignité, ou ce que un philosophe comme Kant appellerait la dignité. Et cette humanité en l'homme, elle n'est précisément pas de l'ordre de la mesure. Or, l'humanité, ça veut dire ces deux choses. C'est notre humanité en tant qu'être singulier, mais c'est notre humanité en tant que nous appartenons à une communauté humaine. C'est le même mot pour dire deux choses en réalité très très différentes. Et c'est la raison pour laquelle, de cette homonymie, on n'arrivera pas à trouver une synthèse, on n'arrivera pas à résoudre, à mon sens, le problème. Mais c'est ça qui fait justement la richesse de la réflexion, et c'est ça qui rend possible la démocratie. C'est précisément parce qu'il y a une tension insoluble entre l'idée de la communauté humaine et l'idée de l'humanité en nous. Voilà. Et c'est ce qui permet un dialogue et une délibération permanente, précisément parce que cette tension n'est pas résolue et que c'est dans l'ouverture de cette tension que la démocratie me semble possible. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire que c'est parce que on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas mesurer l'humanité que l'homme, pour certains philosophes, entre guillemets, parmi les premiers, est la mesure de toute chose. En fait, ça revient à ça, finalement. Alors, oui, après, tout dépend comment on entend l'homme est la mesure de toute chose. Ça avait coulé tellement d'encre qu'on peut avoir une interprétation très différente de cette phrase. Mais c'est vrai que, en tout cas, je dirais juste par rapport à le fait que l'homme ne relève pas de la mesure, on en a justement beaucoup voulu à Protagoras ou à un certain nombre de philosophes qui ont considéré, ou même à Kant, je le citais tout à l'heure, qui ont considéré que l'homme était donc, puisque incommensurable, était donc supérieur. Mais être supérieur, c'est être dans une relation de mesure. Et donc là aussi, il y a un contresens qui me semble très tenace et qu'il faudrait pouvoir déconstruire, qui est que toute la critique de la philosophie occidentale depuis Platon, et qui consisterait à dire l'homme est au-dessus du reste de la nature, alors soit appartenant à la nature mais quand même tout en haut, soit dans une rupture ontologique par rapport à la nature en étant absolument différent et donc supérieur, c'est un contresens. Dès lors que il est supérieur, encore une fois, c'est une manière de le ramener dans le champ du commensurable. Or, parler de dignité, c'est justement une manière d'éviter ce problème, c'est de dire il n'est pas supérieur, il est juste autre, il est juste différent. Non pas en tant qu'il a un corps ou qu'il a des besoins, comme tous les animaux, là, il appartient également à la nature, mais en tant qu'il est capable de penser la dignité. Et à ce titre d'instituer des lois, à ce titre d'instituer l'interdit de tuer, à ce titre d'instituer un certain nombre de principes. Et c'est en tant qu'il est capable d'affirmer, de manière très performative, l'idée même de dignité humaine, qu'il est différent, autre que la nature. Mais c'est très compliqué parce que lorsqu'on dit différent, là aussi, ça voudrait dire dans la différence, il y a toujours une forme d'identité.
c'est une différence très particulière, c'est une différence de la non-différence, enfin, c'est une différence, ce qu'on appellerait l'altérité. C'est quelque chose absolument, enfin, ce qui fait notre humanité en nous, et qui n'est pas tout nous, puisque nous sommes aussi, encore une fois, des êtres vivants, des êtres de besoin, etc. C'est quelque chose qui serait de l'ordre d'un incommensurable. Et donc, c'est toujours, et cet incommensurable, encore une fois, ne doit pas être traduit en termes hiérarchiques. Dès qu'on réintroduit de la hiérarchie, on réintroduit de la mesure. Et donc, toutes les pensées qui considèrent que euh, depuis la nuit des temps, en Occident, nous avons fait de l'homme un être supérieur aux animaux, à la nature, et donc vraiment nous sommes très très cruels, méchants, et c'est à cause de ça aujourd'hui que la crise écologique sévit. Je pense que c'est un contresens et qu'il y a une manière de lutter contre la crise écologique sans renoncer à cette dimension de la dignité humaine, très précisément parce qu'elle n'est pas de l'ordre d'une supériorité. Et puis parce qu'elle amène une responsabilité en plus. Exactement. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Olivier Bouin, qui est bien connu de la maison, si j'ose dire, qui est président, qui est finalement notre président, parce que président du réseau des instituts d'études avancées, et qui, de plus, anime le panel international pour le progrès humain, parce que j'ai compris qu'il y avait... Social, oui, pardon. Je dis ça parce que j'ai compris que vous étiez très attaché à ne pas parler, à être francophone, donc voilà. Voilà. Mais ça s'appelle IPSP en anglais. Et en fait, je voudrais que tu nous fasses revenir, entre guillemets, sans quitter cependant la philosophie, parce que je sais que dans le panel, justement, il y a des philosophies aux sciences sociales par rapport au projet que tu peux nous présenter, qui est la deuxième édition justement de ce travail international sur le progrès social. Merci Bettina, bonsoir à toutes et tous. Toujours un peu compliqué d'être le dernier orateur, hein, sachant qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites, donc Claudia m'a vu réorganiser complètement ma présentation pour justement essayer un peu de rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Et si je peux faire une transition avec ce que disait Mazarine précédemment, vous avez interrogé le sang, nous on interroge le tout. Donc, et justement, je crois que je vais essayer sans faire une synthèse, mais en essayant de présenter quel est le programme de travail de ce panel international sur le progrès social, qui est souvent maintenant appelé le GIEC du social. Vous connaissez le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Nous, on a lancé il y a une dizaine d'années avec justement des chercheurs en sciences sociales, principalement donc des économistes, dont je suis également, mais des philosophes, des sociologues, des politistes, des anthropologues, des juristes, des historiens, avoir une appréhension, une compréhension justement de la complexité. Et je partirai d'un des deux termes de la session d'aujourd'hui sur le bonheur. Notre parrain depuis une dizaine d'années, c'est le prix Nobel d'économie, mais c'est également un philosophe, c'est Amartya Sen, que tu as cité tout à l'heure. Son idée, c'est que le bonheur est lié évidemment au bien-être, mais que le bien-être est multidimensionnel. Et même si aujourd'hui les études essayent de capter via des indicateurs la complexité de ce phénomène ou de cette réalité, qu'est-ce que c'est que le bien-être d'une population, il faut, et d'un individu ou d'une individu, la question est de savoir comment on va d'une certaine manière s'y prendre. Parce que d'un côté, il y a une immense complexité de la matière, puisque c'est multidimensionnel, on parle, et ça fera écho à beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent, et les indicateurs que tu rappelais, l'indice du développement humain qui date de 1990, qui était le premier, on va dire, indicateur d'ailleurs, amorcé par Amartya Sen et un collègue pakistanais à la fin des années 80, et pour apparaître dans le rapport du programme des Nations Unies pour le développement depuis 1990, un indicateur très frustre. Il est basé sur trois dimensions et le revenu par habitant et deux autres, mais ça reste un indicateur très frustre. Et ce que tu indiquais, après la commission Sen-Stiglitz de 2009, on a vu une explosion des indicateurs
pour essayer de mesurer justement de manière plus fine ce que c'est que le bien-être multidimensionnel. Et donc, ce que tu citais de l'OCDE, le Better Life Index, donc l'indice de qualité de la vie qui s'est transformé et renforcé depuis 3 ans avec un index qui s'appelle Comment va la vie, How is Life, qui est maintenant à 80 indicateurs. Donc, ils reprennent les différentes dimensions que soulignait Amartya Sen, c'est-à-dire évidemment la richesse, mais également le lien aux relations sociales, la qualité de vie, le capital social, les valeurs environnementales, la sécurité, tout ça essaie d'être capté par un certain nombre d'indicateurs et donc d'essayer de mesurer l'ensemble de ces composantes. Et ensuite, ça c'est, il y a quelques statisticiens dans la salle, il y a un vrai problème ensuite non seulement de commensurabilité, donc est-ce que tout est commensurable, toutes ces dimensions-là qui sont parfois des valeurs ou des principes, comment on arrive à les capter et comment on arrive à les mesurer. Et puis ensuite, il y a une question extrêmement compliquée qui est celle de la pondération entre ces critères qui vont créer ensuite un indice composite. Et ça, je dirais que c'est la difficulté et la tension qu'il y a entre, d'un côté, essayer de mesurer quelque chose d'extrêmement complexe, qui est le bien-être humain, qui est extrêmement multidimensionnel, et de se doter d'indicateurs qui sont forcément réducteurs, mais qui, par la complexité croissante de ces métriques, commencent à donner une image, je dirais, de plus en plus précise. Parce qu'on est, en gros, on est passé de trois composantes avec l'Institut du développement humain en 1990 à 80 indicateurs ou 80 composantes de ce qui pourrait composer le bien-être multidimensionnel. Alors l'OCDE, comme vous le savez, on appelait ça le club des riches. C'est un peu moins vrai maintenant parce qu'ils ont intégré un certain nombre de pays émergés, non pas émergents, mais donc ça s'applique, les travaux qu'ils font pour à peu près une quarantaine de pays. De ces indicateurs n'est pas un indice de ce que justement ça ne peut pas se mesurer. Alors justement, c'est là où j'allais en venir, Bettina, c'est que c'est un peu le programme de travail de ce panel, c'est-à-dire comment on peut essayer, en s'appuyant sur tous les travaux qui sont faits au CEPREMAP et ailleurs. Je veux dire, tu as cité aussi le World Happiness Report. Maintenant, il y a vraiment cette prolifération d'indicateurs, tous composites, qui ont tous quand même comme contrainte énorme de s'appuyer sur les éléments dont on dispose, quand on essaye de mesurer des qualités objectives. Donc, qu'est-ce que l'appareil statistique nous dit ? Et puis, on mélange de l'objectif et du subjectif, et notamment les enquêtes auprès de personnes. Et on essaye, alors vous comprenez bien que c'est assez compliqué d'arriver à un indicateur, à un chiffre qui permette de dire, ben voilà, mon pays se situe à tel endroit ou à tel niveau, et encore plus compliqué, parce que là, c'est une moyenne nationale. Comment on tient compte des inégalités au sein de cette population, le top 20%, les 20% du bas de l'échelle. Donc, comment on prend ça en considération sont des éléments tout à fait essentiels. Et puis, la dynamique de ces... comment l'OCDE le dit de manière d'ailleurs assez pudique dans l'indicateur Comment va la vie. Ils disent on ne peut pas comparer d'une année sur l'autre parce que c'est finalement, il y a des discontinuités dans les séries, il y a une agrégation qui n'est pas forcément la même, et une pondération qui n'est pas forcément fixe. Et donc, c'est intéressant de regarder, sachant que dans leur indicateur, ils ont ajouté une dimension qui est intéressante et qui, pour nous, est essentielle dans le panel, et je vais y venir, c'est la possibilité de jouer vous-même avec la pondération. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de grandes catégories que j'ai rappelées tout à l'heure, revenus, sécurité, qualité de vie, à la fois objectif et subjectif. Et vous pouvez, en fonction de ce que vous considérés comme étant des éléments essentiels du bien-être, regarder où se classent les différents pays, ou comment se réarrange le classement des différents pays. Et ça, je trouve que c'est un élément intéressant, parce qu'on n'est pas simplement dans la subjectivité du questionnaire, on est dans l'introduction, et je reprendrai ce que disait Mazarine tout à l'heure, l'importance de la délibération, en tout cas de la consultation. C'est un élément individuel ou collectif de décider pour soi ou pour un collectif, une communauté, une société, qu'est-ce qui fait sens ?
quelles sont les valeurs, quels sont les principes qu'on valorise. Et donc, à ce moment-là, cette pondération, elle ne peut pas être décidée par d'autres de manière, dans notre jargon, exogène, extérieure à la décision de l'individu ou de la communauté. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de ce panel, c'est d'essayer de résoudre un peu cette tension entre la complexité du bien-être individuel ou collectif, et de l'autre côté, trouver des éléments de mesure qui nous permettent de prendre en considération toutes ces dimensions économiques, sociales, culturelles du bien-être et ces facteurs d'évolution. La croissance dont tu as parlé, ou les crises, les tensions, les guerres, le progrès technologique, l'environnement et la biodiversité, la prédistribution et la redistribution, l'information et la délibération, tous ces éléments-là doivent être pris en considération parce qu'ils vont impacter la dynamique ou l'évolution, le progrès de la communauté ou de la société. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on ne peut pas avoir une pondération fixe et on ne peut pas avoir un arrangement ou une organisation des éléments commensurables qui soient exogènes à la société ou à la communauté à laquelle elle s'applique ou qu'elle est censée décrire. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire au niveau de notre panel? On a fait un premier effort entre 2015 et 2019 pour essayer de dresser un tableau de ce qui pouvait, au niveau des institutions, des normes, des organisations, améliorer le fonctionnement d'une société pour l'ensemble de ses composantes, hein, donc avec la dimension de l'inégalité qui parfois est absente dans un certain nombre de ces indicateurs, puisque là encore on raisonne en moyenne nationale. Donc ce qui est intéressant, c'est de désagréger pour voir justement comment les 20% au plus haut ou les 20% au plus bas perçoivent ou sont impactés par ces indicateurs et ces mesures. Et donc, on va essayer de regarder dans le détail, accepter la complexité de ce que l'on a à observer et en même temps essayer de regarder quels sont les moyens de mesure de l'ensemble de ces paramètres. Et donc, pour être clair et éventuellement plus ou moins déjà essayer de conclure, ce que l'on a fait dans le premier volet, c'est qu'on a identifié dans un des chapitres, c'est un très gros rapport, hein, ça fait 1200 pages, il y a 4000 références bibliographiques, c'était l'idée de savoir qu'est-ce que les sciences sociales ont produit depuis 25 ans qui peuvent être utiles à l'évolution des sociétés. Bon. Le chapitre 2, c'est de cette étude qui a été publiée en 2018, c'était de savoir quelle boussole a-t-on au niveau des valeurs et des principes. Et ça, c'est quand même très important. Donc, on avait un groupe de philosophes, d'économistes, de politiques qui ont réfléchi, groupe pluridisciplinaire, international, intersectoriel, pour essayer de réfléchir, justement, pas de manière européocentrée, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels, je dirais, s'arrime le bien-être individuel et collectif? Et ce qu'on veut faire dans le deuxième cycle, qui commence là maintenant avec ce panel international pour le progrès social, c'est d'utiliser ces valeurs et ces principes à deux niveaux. Et c'est ça qui, à mon avis, est assez intéressant. C'est d'essayer de regarder comment on peut utiliser, ou pas de manière instrumentale, ces valeurs et ces principes pour regarder un certain nombre de dimensions qui sont généralement pas inclus dans ces grands indicateurs. Alors, on a parlé un peu de qualité de vie, mais par exemple, on pourrait parler de respect des écosystèmes naturels, de qualité des services publics, de la gouvernance, qui est souvent assez peu. Il y a des questions, notamment dans Gallup. Est-ce que est-ce que vous considérez que votre système est démocratique? Oui, non. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la corruption? Est-ce que vous avez confiance dans les institutions gouvernementales? Oui, non. On veut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va zoomer sur un des thèmes qui est généralement moins traité par les grands indicateurs, c'est de les passer, je dirais, au tamis de ces valeurs et de ces principes, en gardant en tête que c'est quelque chose qui va être décliné en fonction justement des situations des collectivités, des pays, parce qu'effectivement, on peut considérer que le Burkina Faso n'a pas forcément le même ensemble de valeurs que le Bangladesh, qui n'a pas forcément le même ensemble de valeurs que la France. Alors, il y a des valeurs qui sont universelles, on en a identifié un certain nombre,
notamment l'égalité, l'égale dignité et le respect du pluralisme, qui sont partagés, je dirais, de manière universelle. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir la pondération. Tu indiquais que les pays d'Europe du Nord, par exemple, ou l'Amérique latine, finalement, avaient des niveaux de bien-être perçus ou subjectifs qui étaient finalement parfois plus élevés que des pays qui ont des ressources, des richesses par habitant plus importantes. Ça veut dire qu'il y a dans cette pondération entre les valeurs et les principes des éléments qui jouent, et c'est ça qu'on veut prendre en considération quand on va zoomer sur un certain nombre de ces domaines. Et celui de la gouvernance n'est pas marginal. On parle aujourd'hui de recul démocratique, on parle aujourd'hui de montée de populisme, des autoritarismes, et c'est quand même important de voir comment les individus perçoivent cette dimension notamment au niveau de la gouvernance. Donc ça, c'est le premier point, c'est essayer de zoomer sur un certain nombre de thèmes qui n'ont pas encore été inclus dans ces grands indicateurs et de les passer au tamis de ces valeurs et de ces principes, en tenant compte de la différenciation culturelle et par pays, et en même temps en intégrant cette dimension, on va dire, délibérative. C'est pour ça qu'on va travailler aussi avec un grand ensemble qui s'appelle The Global Assembly, où ils sont en train de, c'est des collègues anglais qui sont en train de monter un gros réseau avec 10 millions de personnes à travers le monde pour justement les interroger, pas simplement quelques milliers comme c'est le cas chez Gallup, mais là vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus grand, d'un peu plus représentatif, et de pouvoir regarder à la fois sur des nombres plus importants, mais en même temps pouvoir zoomer sur des situations à la fois en termes de ce qu'on appelle des inégalités horizontales ou des inégalités verticales. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va différencier un petit peu ce qu'on fait par rapport à la construction d'un grand indicateur, une question qui nous a été posée à quelques reprises, est-ce que vous allez, dans le cadre de ce panel, avoir, pour le GIEC du social, le même indicateur ou un indicateur qui capturerait l'ensemble de la réalité, comme la hausse de la température globale, les 1,5, les 2, ou la baisse le nombre d'espèces en biodiversité qui disparaît chaque année? Eh bien non, on ne peut pas l'avoir. En tout cas, on peut s'appuyer sur ce qui est fait et qui est très bien fait, mais ce qu'on peut essayer de faire, donc, c'est de zoomer sur un certain nombre de thèmes qui sont aujourd'hui absents et dont on sait qu'ils jouent un rôle absolument important dans le bien-être multidimensionnel. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut finalement réinverser. On ne veut pas regarder je dirais, au niveau macro et au niveau je dirais, agrégé. On veut regarder au niveau individuel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on en partage avec les collègues de l'Institut d'études avancées ici, c'est d'avoir le souci de regarder, voilà, je dirais projet par projet ou initiative par initiative, dans quelle mesure ces initiatives ou ces projets sont porteurs de progrès social. Je vais t'interrompre juste 2 minutes pour vous demander. Alors, je sais que vous allez le regretter, mais c'était compris comme ça parce que vous avez tous les deux d'ailleurs, mais toi, tu as encore un peu de temps, un autre engagement, et de remercier Patrick parce qu'il est obligé de partir. Pardon, merci beaucoup. Et donc, j'en ai fini, il me restait 3 phrases. C'est de regarder par le spécifique, là aussi, par un projet, une réforme, une initiative qui est portée par des acteurs, et qui peuvent être des acteurs économiques, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des acteurs associatifs, et de regarder si c'est porteur de progrès social au tamis de ses valeurs et de ses principes, et de regarder si telle ou telle initiative produit ce qu'on appelle aussi dans notre jargon des externalités négatives sur les autres dimensions du progrès, du bien-être. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je prendrai un exemple trivial qui est celui des gilets jaunes qu'on a observé en France de manière très, très intense. On pourrait dire que le fait générateur, c'était une prise de décision qui allait dans le sens, on va dire, c'était une mesure environnementale, augmenter le prix du gazole pour essayer de réduire, d'une certaine manière, en utilisant le signal prix, de réduire la consommation et donc les émissions. Mais ça avait, on va dire que sur les 2 grandes autres dimensions du bien-être collectif, en termes de processus de délibération démocratique, on ne peut pas dire que c'est été, je dirais, co-construit et donc accepté par les acteurs, et notamment ceux auxquels la mesure allait s'adresser. Et puis, ça creusait les inégalités.
Donc, la difficulté, c'est que si on avance dans un sens et qu'en même temps on produit des externalités négatives sur les autres dimensions du bien-être, à ce moment-là, on est dans des situations d'arbitrage. Et c'est là où, par ailleurs, c'est extrêmement important de ramener le point de vue de la délibération, parce que qui peut faire cet arbitrage-là, sinon la société, et lorsqu'elle est consultée, c'est-à-dire par la voie de la représentation de la démocratie, ou de la démocratie participative. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce que quand on est dans une situation, évidemment, avec un bien-être qui est multidimensionnel, il y aura en permanence des arbitrages. Qui va faire ces arbitrages? Et c'est là où, à mon avis, on reboucle sur la question de la démocratie, qui est un élément extrêmement important de la compréhension du bien-être multidimensionnel. Donc ça, c'est le programme de travail des 3 prochaines années. Je pense que dès l'automne 2024, on aura des premiers éléments à partager avec vous. Et c'est une aventure qui continue, mais il y a un besoin réel, parce que, tu le disais tout à l'heure sur la subjectivité, sur les attentes des populations, l'espoir, le progrès, c'est pour la germaniste que tu es, c'est pas un Standpunkt, c'est pas un point d'observation, c'est une marche, c'est un progrès, c'est Fortschritt. C'est vraiment quelque chose qui est une étape vers l'avant. Et c'est là où on a besoin, effectivement, d'avoir cette vision holiste qui permet de communiquer et d'interagir avec les composantes de la société pour frayer un chemin qui ne soit pas un avenir dystopique, mais un avenir co-construit et porteur de bonheur. Merci beaucoup. Alors, je sais aussi que Olivier doit partir vite, donc on va quand même ouvrir une séance de questions. Il ne vous restera que les femmes, si j'ose dire, pour répondre aux questions. Mais je voulais dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, je disais en aparté à Mazarine, c'est que tant sur le plan de l'économie que sur le plan de l'économie politique ou sur la philosophie, vous arrivez tous finalement à ce qu'on peut appeler globalement des valeurs, je veux dire, que ce soit la dignité, que ce soit les valeurs dont a parlé Patrick ou toi, le cheminement des valeurs, ou tous d'ailleurs la délibération, et que finalement on en arrive exactement à la question qu'on posait à notre première séance, c'est-à-dire est-ce que tout peut se mesurer ou pas? Enfin, c'était vraiment la question de départ. Alors, je ne veux pas dire qu'un bon cycle de conférence consiste à revenir au point de départ, parce que je pense qu'entre-temps, on a quand même infiniment appris, et merci à vous 4 là, même si quatrième est parti. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et vous demander s'il y avait des questions. Je suis médecin. Comment envisagez-vous, avec 10 millions de participants à cette énorme étude, de faire fonctionner méthodologiquement un système démocratique? Ça, je dirais que ça marche ici. Ces collègues avec lesquels on travaille de Global Assembly, donc l'Assemblée mondiale, qui est une initiative qui est portée par le secrétaire général des Nations Unies. C'est-à-dire que la première fois qu'ils ont réuni une petite partie de ce groupe, c'était en septembre 2021, lors du sommet des Nations Unies qui a lieu la 3e semaine de septembre. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une valeur ajoutée assez significative à consulter les populations et pas simplement avoir une réunion, on va dire, intergouvernementale. Là, l'idée, il y a un enjeu, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais il y a un enjeu absolument considérable à essayer d'organiser finalement une forme de délibération démocratique qui respecte un certain nombre qui ne soit pas manipulé ou orienté par une personne ou par un groupe de personnes qui pousseraient des intérêts en particulier, mais essayer de mettre en débat un certain nombre de questions qui vont être traitées par un collectif extrêmement important. Et nous, ce qu'on va essayer de faire au niveau du panel international pour le progrès social, c'est d'apporter un certain nombre de questions
qui vont être mis en discussion et potentiellement en délibération. C'est en fait une convention citoyenne à l'échelle XXL. Et donc l'idée, c'est d'arriver à mettre dans le pipeline des éléments qui sont, je dirais, stabilisés et qui doivent faire l'objet d'une délibération, en tout cas d'une discussion, puis d'une délibération démocratique. Alors évidemment, ça pose énormément de problèmes de composition du démos, qui parle, comment on arrive à... Ce qu'ils veulent, c'est réunir un nombre important de citoyens de tous les pays qui ont plus de 3 millions d'habitants. Alors, ils ont fixé pour dire, bah alors, pourquoi pas un certain nombre de pays qui ont moins de 3 millions d'habitants, mais c'est pour avoir justement des échantillons relativement importants qui vont permettre d'avoir professionnellement, dans les différents âges de la vie, ce qu'on a assez peu parlé, et moi également, d'intergénérationnel, ce qui est quand même une dimension extrêmement importante, notamment située dans une logique d'espoir. Un élément extrêmement important, c'est savoir qu'est-ce qui se passe pour les générations d'après. Donc, d'inclure aussi dans les processus de délibération les jeunes générations qui sont généralement, d'ailleurs, de moins en moins votantes dans les démocraties, mais dont il est extrêmement important de prendre l'avis pour justement avoir des pondérations entre ces critères qui rendent compte aussi de leur point de vue. Je voudrais vous demander quelles conclusions tirent les pays de leurs différentes classements. Est-ce que ça sert à quoi, dit? C'est méchant comme question, mais je crois qu'il y a une utilité ou non? Je ne comprends pas. Ça a pas mal d'impact, en fait. On apprend quand même, c'est un peu une mesure de succès de l'organisation sociale et peut-être du gouvernement, de voir, en tout cas, les gens maintenant connaissent ce classement, l'attendent, le commentent, et le crédit en est rendu, attribué soit à la société, au mode de fonctionnement général, ou au gouvernement en place, éventuellement. Donc ça a un impact. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment mesurer, c'est gouverner. Donc, voilà. Et quand la France descend, voilà, en tout cas, par exemple, dans le dernier rapport, dans la dernière mouture du rapport, on a distingué selon les générations. Et on voit qu'en France, en fait, c'est surtout les jeunes dont le niveau de satisfaction dans la vie tel qu'il est déclaré décroît au cours du temps, quand on regarde toutes les enquêtes depuis 2005, et non pas les plus âgés. Donc c'est vraiment, cette baisse dans le classement est due aux générations les plus jeunes. Mais pour répondre aussi, je vous engage à regarder l'indicateur de l'OCDE et justement de pouvoir jouer avec les différentes caractéristiques ou parmi les composantes de leur indice. C'est vraiment intéressant de voir justement comment ça évolue, le classement par pays, en fonction de vous allez mettre la sécurité ou la qualité des relations sociales ou la richesse par habitant comme le curseur principal de votre analyse. Et ça, c'est un élément qui est intéressant parce que ça permet de voir qu'il y a quelque chose de dynamique comme c'est multicritère et multidimensionnel, ça permet de voir justement, après, si vous voulez, tu as parlé des expats tout à l'heure, mais si vous voulez vous expatrier dans un pays, c'est intéressant de pouvoir regarder, en fonction de votre ensemble de valeurs que vous considérez comme étant le plus important, de voir finalement quels sont les pays qui correspondent le mieux à votre ensemble de valeurs. Voilà, alors pour continuer dans la même veine un petit peu, donc mon nom est Esmeralda Gassi, je suis économiste de formation et par ailleurs je voulais juste préciser que Adam Smith était philosophe à ses jeunes années avant de devenir économiste. Donc moi j'ai l'impression que ce qu'on essaie de faire en interrogeant les critères, c'est aussi interroger les méthodes. Et effectivement, à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, donc on est dans le faire, et que le public a du mal à comprendre en fait pourquoi est-ce que nous on est dans le faire quelque part, pourquoi est-ce que le pouvoir public est dans le faire. Et on est tous d'accord ici pour dire que le faire, il est important pour faire avancer les choses et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. D'où l'intérêt de la question, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'observer des endroits où on n'a pas fait, c'est-à-dire de comparer là où on a fait quelque chose avec une situation où on n'a rien fait. Pardon. C'est exactement la méthode d'évaluation des politiques publiques
qui est désormais standard. C'est-à-dire, si on veut savoir si quelque chose a un impact, il ne faut pas juste le faire, il faut comparer avec un endroit à peu près semblable et comparable dans lequel on ne l'a pas fait. Et de voir si au cours du temps, l'évolution dans l'endroit où on a fait diffère de l'endroit où on ne l'a pas fait. Donc c'est exactement ça, en fait, on fait des tableaux avec 4 cases. C'est pas exactement ça, puisque tous les pays du monde étant policés, ayant un gouvernement et subissant un peu les politiques publiques, c'est dans le sens qu'il n'a pas de politique publique du tout, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Bon, on aura un groupe de travail. Le groupe de travail où je vous ai parlé là s'appelle en anglais Measuring What We Value. Mesurer, what, quoi, what we, qui est le we, qui est le nous, value, qu'est-ce qu'on valorise. Et ça, c'est. Mais on a un autre groupe de travail justement sur les politiques publiques dans les États qui ont des moyens limités ou qui font face à des acteurs, on va dire, puissants, qui battent en brèche leur capacité à implémenter des politiques publiques. Donc on regarde aussi cette dimension-là parce que justement, ça nous permettra éventuellement d'intégrer dans ce tableau de bord la capacité que les États ont à mettre en œuvre des politiques publiques favorables au progrès social. D'abord, merci beaucoup. Je me sens mieux après vous avoir entendu. Et je dis ça parce que notre comité a produit un document, je vais être très bref, où on a remplacé bien-être par mieux-être. C'est-à-dire l'idée qu'il est probablement plus facile d'apprécier, évaluer, mesurer, je ne sais pas quel mot il faut prendre, mais un sentiment d'aller vers du mieux, de se sentir mieux, que de savoir dans l'objectif et dans le statique, en quelque sorte, ce qui est être bien. Bon, donc ça, c'est une idée, mais pour notre relation au vivant. Et ce que je retiens aussi, mais c'est en même temps une question, c'est un peu un appel à l'aide. Nous avons accordé à chaque être vivant des valeurs. Valeurs d'existence, valeurs de mémoire, valeurs d'avenir. Et j'ai envie d'aller plus loin en vous ayant écouté, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Ce sont tous des autres, les autres vivants. N'ont-ils pas une égale dignité? Merci. Merci. Je vais juste dire que j'ai écrit un article dont le titre, alors en anglais, désolé, c'est « Feeling good is feeling better ». Donc, vous avez raison. Spinoza disait la joie, c'est de passer d'un état de perfection à un état de perfection supérieure. En fait, c'est un article empirique qui montre que les gens qui sont heureux, donc sur l'échelle qui sont au-dessus de 7, de 0 à 10, c'est des gens qui disent qu'ils vont mieux que l'an dernier. Et inversement, les gens qui sont en bas de l'échelle disent toujours que ça allait mieux avant. Même si on voit que ce n'était pas vrai. Enfin bref. Il y a un biais de la mémoire qui fait que quand on est malheureux, on se dit qu'on était mieux avant. Quand on est heureux, on se dit qu'on va mieux. Donc c'est presque pareil en fait. Se dire qu'on va bien, c'est presque se dire qu'on va mieux. Oui, voilà. Merci beaucoup Olivier qui est obligé de partir. Alors évidemment, il vous manque de protagonistes. Je voudrais juste vous demander, quand Olivier parlait, je savais que vous vouliez réagir à 2 ou 3 points. Est-ce que vous vous souvenez des points? Oui. Ouais. Ma mémoire est défaillante, mais non, mais c'était, enfin, il y a tellement de choses et c'est un programme tellement vaste. Mais c'est simplement sur il me semble que on parle de mesures et on parle de débat démocratique à la fois dans son projet. C'est vraiment l'idée de. Il pose la question éternelle des économistes du bien normatif, qui est on voudrait construire une fonction de bien-être social. On voudrait savoir si on voulait maximiser le bien-être social et qu'on disait voilà, il faut ci, il faut ça, il faut mettre des ingrédients dans un ensemble qu'on appellerait une fonction. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et avec quel poids? C'est-à-dire quelle importance relative? Combien ça pèse le revenu dans la jeunesse du bonheur, combien ça pèse la santé, combien ça pèse, quels sont les poids, les coefficients. En fait, c'est ça la fonction de bien-être social. Et traditionnellement, les économistes décidaient eux-mêmes que ce qui compte c'est l'égalité, ce qui compte c'est le revenu, etc., etc. En fait, l'économie du bonheur, toute la démarche, c'est de dire en fait non, on va mesurer les conditions de vie des gens d'un côté, on va leur demander s'ils sont heureux de l'autre côté, et on va calculer les poids de manière endogène, c'est-à-dire c'est un résultat. On va obtenir les poids. Justement, ce que fait l'économie du bien-être subjectif, c'est d'obtenir l'importance relative des différentes composantes de la vie des gens dans la genèse de leur bonheur. Voilà. Et ça, c'est pour l'économie du bonheur. Et Better Life Index, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête. En fait, ça c'est un site et ça se représente. Chaque pays est représenté comme une fleur avec le pistil et puis les pétales.
Et chaque pétale, c'est une dimension de la vie. Donc il y a l'éducation, la santé, le revenu, et puis il y a même la satisfaction dans la vie. Je sais pas pourquoi c'est un pétale, alors que pour moi c'est le résultat. Mais bon. Et, ouais. Et donc vous allez sur le site et puis vous dites voilà, pour moi ce qui est important c'est l'éducation. Voilà, c'est tout. Et puis je mets 100 sur l'éducation et puis très peu sur le reste. Et à ce moment-là, hop, tous les pays qui sont comme ça alignés comme des fleurs se classent de celui qui a le plus petit score selon votre critère à celui qui a le plus grand score. Et ça aussi, c'est démocratique, parce que si les gens enregistrent leurs préférences, quand ils vont sur le site, ils disent OK pour que ce qu'ils ont fait soit retenu, et bien à ce moment-là, on obtient une mesure des différentes, des préférences des gens. Et j'avais une étudiante en master qui a utilisé ces données pour voir justement les différences entre pays, ce que disent le classement fait par les Français, le classement fait par les Allemands, et on peut même regarder si ça correspond à la structure du budget, des dépenses du pays. Est-ce que dans les pays où les gens disent, pour moi, ce qui compte, c'est l'éducation, est-ce que dans ces pays-là, il y a un budget éducation qui est plus important? Donc, et donc, oui. et donc, en fait, c'est un peu une manière démocratique, d'éliciter, comme on dit, les préférences des gens, leur classement personnel, de l'importance relative des choses. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. J'ai le micro ici. Merci beaucoup. Je voudrais revenir au départ sur la remarque de Mazarin Pinjot sur l'impérialisme économique. Et notamment la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle valeur vous pensez pouvoir donner, non pas à notre monde, mais au monde futur. C'est-à-dire qu'on observe que l'économie aujourd'hui a un système d'actualisation qui préempte le futur. Ceci avec un facteur de production qui est le vivant. Bon, donc c'est une programmation de la destruction, c'est tout. Je ne vois pas très bien, si on ne règle pas cette question-là, comment on assume collectivement que oui, nous tenons au futur. Et comment on va le faire? Si vous permettez, c'est un grand débat qui commence à poindre dans une directive qui a un nom barbare qui s'appelle la CSRD. C'est-à-dire, en fait, on demande aux entreprises de mesurer leur impact social, environnemental, etc. Et par rapport à ce que vous dites, il y a en ce moment un grand débat. Tout le monde a dit à un moment donné, c'est formidable, on va vraiment voir justement toutes ces notions d'impact, etc. Et finalement, la première année où elle est appliquée, parce que c'est la première année là en ce moment où elle est appliquée, je vois de plus en plus d'interrogations monter sur oui, mais ça mesure le passé. Ça mesure ce qu'on fait, mais comment ça peut mesurer l'avenir? Alors, on peut répondre évidemment que connaître mieux le passé ou le présent, ça sert aussi à corriger et donc à mieux mesurer l'avenir, mais c'est un peu la même question. Alors, je serais bien incapable de répondre à votre question, à part changer radicalement de système. Bon, il y a quand même un point, moi, qui m'interpelle, mais sur lequel j'ai pas de réponse, puisqu'on parle de la mesure et de la mise en chiffres. Alors, évidemment, on peut dire que la mise en chiffres des problèmes climatiques et de la mise en danger du vivant, elle est utile pour pouvoir réagir. Mais c'est aussi la mise en chiffres qui a fait l'économie de marché. Donc, c'est le même outil, au fond, qui est utilisé pour les deux. Donc, à partir du moment où on utilise le même outil, j'ai de toute façon des doutes sur le fait qu'on puisse faire quelque chose. C'est-à-dire que cet outil, il relève aussi d'une certaine logique. Et cette logique, c'est précisément le fait de rendre tout commensurable. Et à partir du moment où on implique le vivant dedans, alors certes, on peut dire c'est un progrès parce que justement, on va faire attention, etc. Mais fondamentalement, ça veut dire qu'on le rend lui aussi commensurable. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Bon, à vous dire qu'il faut qu'on fasse la révolution, mais là, on a quand même un petit problème. Enfin, c'est que la logique telle qu'elle est aujourd'hui, je vois mal comment elle peut intégrer une dimension autre qu'elle-même. C'est-à-dire qu'elle récupère dans son champ quelque chose qui pouvait lui résister, y compris le vivant, y compris. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est ça l'expression? Je suis nulle en expression, j'arrive jamais à les dire. Je confonds le lapin, le renard, les machins. Et
voilà, donc tant qu'on est dans une logique où tout peut être mis en chiffres, même si c'est un outil évidemment extrêmement utile, mais si ça sous-tend derrière que donc tout peut être commensurable, alors c'est un problème. Si on oublie que c'est un outil et non pas, c'est là où je reprends le terme une ontologie, donc une forme de mesure de l'être, quoi, comme si l'être pouvait être mesurable. Si on oublie que c'est un outil, et si on oublie qu'on ne peut s'en servir que comme un outil, alors c'est dangereux. Mais le problème, c'est que l'outil devient vite le fond, quoi. Enfin, il y a une confusion entre les deux. Donc, j'ai pas la réponse à cette question. Enfin, si je l'avais, ça se saurait. Euh, j'apporterais la bonne nouvelle. Oui, mais alors, je ne suis pas économiste, alors je vais sûrement dire une grosse bêtise, mais je me lance. L'actualisation, par exemple, est totalement contraire au développement durable, puisque, je veux dire, les immobilisations, par exemple, perdent de leur valeur au niveau de la comptabilité au fur et à mesure du temps. Et justement, ça, c'est totalement contraire à la lutte contre l'obsolescence programmée, etc. C'est de l'obsolescence programmée comptablement, si j'ose dire. Il y a quelqu'un qui n'est pas un économiste, mais qui est un politiste. Ça marche. Non, juste vous renvoyer, il y a un ouvrage qui s'appelle Un prix à la vie de Ariel Kolonomos et qui pose cette question, puisqu'on a sans arrêt sans cesse des décisions à prendre, construire un rond-point ou pas. La guerre, etc. Enfin, la valeur de la vie des générations futures. Enfin, des calculs qu'on aimerait ne pas faire, des questions qu'on aimerait ne jamais se poser, mais des arbitrages qu'on doit tout le temps réaliser. Et donc, voilà, cet ouvrage discute c'est votre question, je crois. Mais un prix à la vie. C'est pour ça que moi, je milite pour l'hétérogénéité des champs. Ils peuvent s'articuler, bien sûr, mais ils ne s'articulent que s'ils sont hétérogènes. Et il faut, les principes, c'est pas les chiffres. Ce sont deux champs qui sont radicalement hétérogènes. Et alors, une fois qu'on a reconnu leur hétérogénéité, on peut les articuler. Mais vous savez, en philosophie, ça a été travaillé cette question. Alors pas sur l'écologie bien sûr, mais je remonte même avant l'écologie où Husserl qui s'est aperçu que depuis Galilée qui avait découvert, et c'est là aussi où évidemment la science, il a permis de faire des progrès exceptionnels et extraordinaires. Ça ne va pas remettre en cause la science que de dire ça, mais à partir du moment où il a découvert que la nature était un langage mathématique, elle a été mathématisée. Et la différence entre dire, on peut penser que la nature s'écrit en langage mathématique et à partir de là, on peut faire des découvertes, on peut inventer des choses et ça, la technologie est promise à un progrès permanent, etc. C'est pas la même chose de dire, c'est formidable de pouvoir lire la nature en langage mathématique que de dire la nature est écrite en langage mathématique. Bon, c'est ça qu'il a dit. Et à partir du moment où on pense qu'elle est écrite en langage mathématique, alors elle est mathématisable. Alors elle est réductible en chiffres. Et pourtant, on ne va pas dire que Galilée n'a pas été absolument utile dans l'histoire des sciences et que sa découverte n'a pas été extraordinaire. Mais c'était juste pour dire que c'est deux choses différentes. Un discours scientifique absolument utile, mais qui est pris pour un discours sur l'être des choses. C'est la confusion des registres qui me semble être dangereuse. Bonsoir et merci pour vos interventions. Je comprends la difficulté et aussi l'intérêt qu'il y a à mesurer le bonheur, mais je me pose la question si maintenant le défi et le vrai intérêt, ce ne serait pas d'essayer de proposer d'autres critères de bonheur, et peut-être particulièrement au Nord où nos modes de vie, nos occupations, nos intérêts nous conduisent à un peu remettre en cause les conditions d'habitabilité de la planète. Donc, proposer d'autres critères du bonheur, peut-être un autre récit du bien-vivre. Et donc, quand je parle de récit, c'est avec l'idée sortir complètement de la quantification. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là aussi, c'est que c'est bien de savoir ce qui rend les gens heureux aujourd'hui, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de leur proposer d'autres façons d'être heureux demain et peut-être plus compatibles avec les limites planétaires? Non, mais bien sûr, changer l'organisation de la société, c'est la politique et la politique publique. Et puis les gens eux-mêmes peuvent le faire aussi. Mais ce que vous dites me fait penser à quelque chose qui a été présenté à l'OCDE justement dans la grande conférence récente sur le bonheur. Une question très originale a été posée dans plusieurs pays. On demande aux gens quel est le niveau de bonheur qu'ils voudraient atteindre. A priori, le plus, le mieux. Eh bien, en fait, au Japon, pas du tout.
les gens trouvaient que 7 sur 10, c'était bien. Et qu'il fallait surtout pas vouloir être trop heureux. Alors, il n'y avait pas d'explication qui a été proposée. Peut-être l'idée que what goes up must go down. Enfin, je sais pas. Peut-être que si on est trop heureux à un moment donné, après, on va devoir. Voilà. Peut-être qu'aussi, c'est une question de cohésion. C'est qu'il ne faut pas non plus que certains soient trop heureux. Ça serait peut-être aux dépens des autres. Enfin, une idée de modération et de tempérance. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant et à creuser. Je peux vous donner une réponse de psychologue, c'est que la satisfaction, c'est la différence entre les attentes et l'expérience. Et si vous baissez les attentes, vous augmentez la satisfaction. Comment dire, Auréa Mediocritas, c'était ça aussi. Et c'est un petit peu ce que nous suggère Luc, Simon Luc, qui aurait pu se présenter. Mais là, c'était même pas le. Bien sûr, le secret du bonheur, c'est baisser son niveau d'exigence. Mais là, c'était vraiment même en termes de vraiment ce qui allait. Enfin, c'était pas de baisser les aspirations, c'était de baisser les réalisations. Enfin, de vraiment ne pas aller trop loin. Oui, dans votre question, moi ça me fait penser à ce que vous dites. C'est drôle parce que à André Gorz qui s'interroge sur la question du travail et les métamorphoses dans le travail, et justement sur toute cette libération du temps grâce au travail mécanisé, à l'informatisation, etc. Et du temps qui devrait justement, ne pas compter. Alors on revient à la question de la mesure, mais justement ne pas être mesurable, parce qu'il devrait justement, ce temps libre devrait être libre de la mesure. Et que si on le mesure, ça veut dire qu'on le récupère à l'intérieur d'un critère de rentabilité, etc. Et que donc le temps libre est mesuré par le travail, finalement. Et donc il dit, à partir du moment où on peut libérer du temps, qu'il soit libre. Donc on ne le mesure pas. Et donc il y avait toute une analyse sur des gens qui se satisfaisaient, les premiers ouvriers qui disaient, mais moi, j'ai pas du tout envie de travailler plus. Et donc c'était un vrai problème au début du capitalisme, parce qu'ils disaient, il faut qu'ils viennent travailler tous les jours, il faut qu'on augmente la rentabilité. Le problème, c'est que les ouvriers, ils veulent pas venir travailler. Ils ont fait leurs 3 jours et ça leur suffit, parce que parce que le salaire qu'ils ont leur suffit pour vivre. Et en fait, ils veulent pas plus au regard de la dureté du travail, etc. Dans leur ratio, c'était plus intéressant de faire que 3 jours. Ça leur suffisait. Et donc, ce qu'il explique, c'est que c'est la raison pour laquelle on a baissé les salaires, pour qu'ils soient obligés de venir travailler tous les jours. Voilà, c'est tout. Mais je trouvais ça vachement intéressant, parce qu'au début, c'était un vrai problème, au début du capitalisme industriel. C'est qu'en fait, il y avait une forme de satisfaction de on s'arrête là. Juste, c'est bon, parce que c'est. Bon, voilà. Donc, ça me faisait penser à cette idée on s'arrête au 7, quoi. Que je trouve très intéressante. Mais dans votre question, il y a en fait la question aussi des grands récits. Il me semble que c'est plus que sur la question du bonheur, et c'est vrai que peut-être que là, il y a non pas un malentendu, mais peut-être qu'il faudrait qu'on distingue les deux choses, qui est la question du sens. Peut-être qu'on sait bien que c'est la fin qu'après 1989, les grands récits, c'est l'idée du postmoderne, il n'y a plus de grands récits, le communisme d'un côté, le libéralisme de l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grands récits qui porteraient comme ça un collectif, sinon évidemment l'écologie. Mais pour l'instant, il n'a pas vraiment trouvé sa forme, ce grand récit. Évidemment, tous, on voudrait lutter contre la crise écologique, mais comment, par quel type de cheminement? Ça, c'est encore, c'est des récits qui sont en train de se mettre en place. Mais parce que la question du bonheur telle qu'elle est abordée par les économistes, c'est la question des politiques publiques. Évidemment, c'est pas la question du sens de sa vie. Je ne pense pas que ça soit mesurable. Et peut-être que se questionner sur le sens de sa vie ne rend pas forcément heureux. Mais peut-être que c'est plus intéressant que d'être juste satisfait. C'est une question qu'on peut aussi poser. Peut-être que le bonheur, c'est pas la valeur absolue. Peut-être qu'il y a d'autres choses que le bonheur qui sont plus intéressantes. Parfois, on est obligé d'arbitrer, par exemple, entre une forme de bonheur et sa liberté. Alors, pas dans les indicateurs que vous avez donnés, puisque la liberté fait justement partie d'une certaine conception du bonheur. Mais en fait, on ne parle pas du même bonheur. Un bonheur pour les politiques publiques, forcément, ça doit s'évaluer. Mais le bonheur pour soi, en tant que qu'est-ce qui donne sens à ma vie, ça, c'est plus difficile à évaluer. Et là, la question du sens et des grands récits, bien sûr, ça s'articule. Mais c'est vrai qu'on est en crise de grands récits. On attend le grand récit écologique, en fait. Bettina, est-ce que tu as un grand récit écologique à nous? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres
je veux dire, je voudrais quand même voir, étant donné que tu es maître du temps, ta tête, cher ami, si je commençais un grand récit maintenant, juste à la fin. Non, écoutez, je voulais simplement, parce que je pense que les questions sont épuisées et la soirée, d'abord vous remercier beaucoup toutes les deux et à travers vous les deux qui sont partis. J'avoue que moi, je vous ai invité sur un coup de cœur sur ce livre et puis la réflexion, on s'en est parlé, me paraissait, votre réflexion me paraissait tout à fait correspondre, mais je suis très contente parce que je n'avais pas idée à quel point, à la limite, elle correspondrait et la vision des économistes et la vision des philosophes, de la philosophe, enfin des deux philosophes, se répondraient. Je voudrais d'abord vous dire que ce cycle est terminé, qu'il y en aura un autre l'année prochaine. Alors, quand on discutait un peu de l'année prochaine, parce qu'on est en train de réfléchir tous les deux à plusieurs thématiques, Sadi m'a dit quelque chose de vraiment très juste. Il m'a dit, et puis tu sais, la mesure, ce n'est pas fini. Et là, on voit bien dans toutes les questions de la dernière séance qu'effectivement, ce n'est pas fini. Je voudrais juste vous énumérer tous les noms qu'on a entendus parce que je voudrais leur rendre hommage, même si juste quelques-uns sont là des autres sessions. On a reçu Cédric Villani, on a reçu Valérie Charon, on a reçu Alexandre Rambaud et Jean-Daniel Lévy, puis Valérie Masson-Delmotte, Arthur Campredon, Virginie Maris et Patrick Blandin. Patrick Le Gallès sur la ville, Hélène Pesquine, François Croquette, le directeur du climat de la ville de Paris et Sébastien Maire, Cécile Duflot, Florence Jany-Catrice qui a été d'ailleurs citée tout à l'heure, Nicolas Duvou et vous quatre aujourd'hui. Donc ça fait quand même une belle assemblée de gens qui mesurent, pensent sans mesure et également nous disent un peu finalement le lien entre les sciences sociales et, pour reprendre votre dernier terme, Mazarine, le sens de la vie. Et c'est fait pour ça, ce genre de rencontre. Donc, bon été. Merci à vous. Je voudrais, et on voudrait dire toutes les deux, un grand merci à toutes les équipes de l'IEA qu'on mobilise beaucoup sur ce panel et qui vous accueillent et qui vous... et qui vous renvoie et qui prête des enregistrements de tout ce qui est retrouvable sur le site. Voilà, merci.